Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends, l'émission dans laquelle on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture par leur travail. Et c'est un épisode qui était en préparation depuis longtemps, qu'on est ravis de vous proposer aujourd'hui, puisque on a le plaisir déjà d'être dans le sud, à Marseille, en bord de mer. Il y aura des photos sur les réseaux sociaux pour vous montrer juste le cadre idyllique de l'enregistrement de cette émission, en compagnie justement d'une voix chantante. C'est l'un des plus gros influenceurs de la communauté comics en France. Il anime un JT chaque semaine sur YouTube depuis 7 ans. Et il s'appelle le Commis des Comics. Mais Bonjour Corentin. Non, c'est pas Corentin, c'est Arnaud. Ok Corentin, par contre, je croyais qu'on parlait de moi. Et donc, on va parler de toi. Parler de toi. Je te remercie. Donc, bonjour Arnaud, merci d'être venu à domicile en plus. Donc tu as fait un petit tir groupé. Tu étais là pour l'inauguration de la librairie de Sundoku. C'est ça. Marseille bouge. Ça c'est bon quand Marseille bouge. Et donc je te remercie d'avoir pris le temps de venir un petit peu parler avec moi. Et en plus voilà, dans un cadre idyllique. Avec une petite boisson aussi, on peut le dire, du nectar des dieux. Voilà, c'est ça. On est bien. On est très très bien et je suis ravi qu'on collabore enfin. Bah ouais, parce que ça fait quand même, je sais pas combien d'années je te disais, faut qu'on fasse un podcast ensemble, et à jamais trouver des occasions de se voir et tout ça. Après, il y a une pandémie qui tombe, après. Exactement. Ce genre de choses-là, les événements justement parce qu'on pouvait se retrouver, notamment sur des événements comme Comic-Con et ce genre de choses-là. Et sur les events Comic-Con, il y a autre chose on a tous autre chose à faire que de... Non, plein de trucs. Non, mais oui, mais entre-temps, sur la Comic-Con, on se voit tous transpirer, en train de courir. C'est là, en fait, où on se dit qu'on va voir le plus de monde et où, en fait, on voit le moins de monde. Et même si on voit des gens, les échanges, ils sont pas très qualitatifs parce qu'on n'a pas le temps, quoi. C'est vrai aussi. C'est dommage. Tout ça pour dire que ça fait quelques années qu'on se disait qu'il fallait faire ce podcast ensemble, et donc, tout vient à point. À qui c'est attendre? C'est un peu, ce sera un peu la morale de cette histoire. Donc, it's time. Voilà, Cédric, moi, j'avais envie de te parler. Pourquoi? Parce que voilà, je suis ce que tu fais depuis quand même pas mal de temps maintenant. Je crois que la première fois que je suis tombé sur tes JT, c'était en 2017. À l'époque où je me suis professionnalisé, où j'ai aussi commencé à me rendre compte de tous les gens qui œuvraient dans le milieu du comics en France. Et il y en a beaucoup, hein. Et pas tous aiment tu vois, enfin, on en parlera peut-être après, mais moi, je suis admiratif de gens qui aiment pas trop, justement, se montrer ou qui n'ont pas la fibre de faire ça et qui mériteraient pourtant d'être mis en lumière. Tout à fait. 1000 fois. On en reparlera un petit peu après, mais aujourd'hui, je voulais un peu retracer ton parcours et avoir un peu, à la fois un angle sur ton métier, on va dire, même si tu ne te rémunères pas là-dessus, mais ton métier d'animateur, on va dire, pour faire vivre la culture comics aussi à ta façon, et aussi on discute un peu de l'intérêt du format vidéo pour pouvoir partager la passion sur la bande dessinée américaine. Mais du coup, juste Cédric, puisque tu t'appelles Cédric de ton prénom, bien sûr. Voilà, ce n'est pas une donnée caché. Non. Cédric Callas, enchanté. Bonjour à tous, je vous fais des bisous. Voilà, vous pouvez d'ailleurs voir, parce que tu as de multiples activités, hein. Tu es aussi, en plus d'être vidéaste, animateur, conférencier, tu fais aussi de la traduction notamment. Et tu peux parler, toi, Monsieur Tomasini? Oui, non mais... C'était le nom de mon premier pédiatre. Techniquement, t'en as fait plus que moi quand même, parce que t'en avais fait. Attends, j'ai l'impression que tu débarques en force, toi. Non, tu vois absolument pas. Chez Snorgle notamment, que t'avais fait. C'est comme ça que j'ai commencé en fait. Où t'étais même, donc on va revenir là-dessus, où t'étais même assistant d'édition ou éditeur. Assistant d'édition, un peu, on faisait un peu tout, mais c'était très artisanal, donc il y avait pas vraiment de titre sur le poste. D'accord, ouais. Et donc on va revenir à tes origines un petit peu. D'où vient ta passion pour la bande dessinée américaine, et à partir de comment tu t'es décidé à te lancer dans la vidéo, du coup, il y a plus de 7 ans, alors. 7 ans, pile 7 ans. Pile 7 ans, là, il y a 2 jours. Le 31 août 2015. Alors, la passion pour la BD, elle est venue très jeune parce que j'adorais les presses. Et donc, j'achetais les journaux de Mickey. J'imagine moi, j'ai 32 ans, donc on a tous on doit tous avoir un peu le même parcours. Journaux de Mickey, je me suis vite rendu compte que Mickey était une enflure. J'ai beaucoup préféré Donald rapidement parce qu'il était plus humain. Et donc j'ai continué à lire plutôt l'univers Picsou Magazine, Super Picsou Géant, et puis 98, paf, la jeunesse de Picsou qui sort, Don Rosa, et c'est là que j'ai compris en fait que c'était sérieux. C'est là que j'ai compris que c'était sérieux. Je l'ai déjà dit, hein, mais je le redis, il y a cette page où Picsou donc est obsédé par... En fait, ce qu'a voulu faire Don Rosa, pour ceux qui souriraient
parce que je parle de la jeunesse de Picsou et que je dis que c'est sérieux, mais c'est ultime en plus. Ouais. C'est ultime, c'est une des meilleures BD que vous pourrez lire parmi les centaines de meilleures BD que vous pourrez lire dans votre vie. Mais Don Rosa, qui était pas du tout promis à ce destin-là, lui, il vient d'une belle famille d'architectes ou dans le bâtiment, et il était promis à un destin plutôt à l'aise de reprendre l'entreprise familiale. Donc lui, il a fait ses études d'architecture, mais lui, ce qui l'intéressait, c'était les BD de Picsou, de Donald, de Karl Barks. Et lui, en fait, il a essayé de tisser un fil historique, un fil chronologique entre toutes les histoires décousues de Karl Barks pour expliquer pourquoi Picsou est devenu ce vieux con qui aime bien se baigner dans son or, qui aime bien compter ses pièces, voilà. Et en fait, il y a des considérations humaines, écologiques, il y a plein de trucs. Et c'est trop bien. Et donc, il y a un moment où Picsou se fait enlever parce qu'il est à la ruée vers l'or, donc en Amérique, dans le Klondike, et il se fait enlever, il se fait assommer parce qu'il est tellement obnubilé par les pépites, il se fait assommer. Et quand il se réveille, en fait, on est en train de violer son courrier, en fait. Il y a un mec, un de ses ennemis est en train de lire son courrier. Et moi, c'était une époque où je partais en colonie de vacances. Et mes parents m'envoyaient du courrier et tout. Et c'est vrai que c'était précieux. C'était un truc qui était précieux parce que c'était le lien avec les parents qui te manque. Et enfin, moi, c'était quelque chose que je chérissais, tu vois, de recevoir des lettres de ma grand-mère, de ma mère, de mon père. Enfin, c'était quelque chose de dingue. Et donc, je pouvais me relier à cette peur, tu vois, qu'on vienne me lire mon courrier. Donc déjà, ça m'a touché en plein cœur. Et en plus, on lui lit, et lui, il avait pas lu parce que c'est un con qui préférait l'or. Il a pas lu la lettre, mais il apprend par le biais par un mec qui lui lit sa lettre qu'en fait il vient de perdre sa maman. Et là en fait il est enchaîné dans un bateau, et là il s'énerve. Il y a une case où il s'énerve, on ne voit que ses yeux, voilà. Et c'est à cette case où pour la première fois je me suis senti j'ai senti une autre émotion que le rire dans la BD. Et là je me suis dit en fait c'est ce qu'il existe de mieux pour faire passer des émotions, pour faire passer des messages. Et après, voilà, Batman, la série animée, qui est peut-être un des meilleurs comics sans être un comics. Puis une petite opération, je suis passé à l'hôpital, j'avais eu une pyélonéphrite. Je n'ai jamais été opéré d'ailleurs. Je dis toujours que j'ai été opéré pour impressionner les meufs, mais j'ai jamais été opéré. Et mon père était allé me prendre du Batman, basiquement, quoi. Donc il m'avait pris des vieux runs où j'avais rien compris. Il m'avait pris l'adaptation de la série animée en comics. Et ça vient de là, hein. Après, du Marvel, du DC. Il a fallu faire un choix. J'étais plutôt DC et Batman. Calvin et Hobbes aussi. Enfin, j'allais beaucoup à la médiathèque. Et quand j'ai découvert, tu vois, comment il s'appelle ce truc d'Alex Ross, Batman, War on Crime, guerre, enfin, je sais plus comment il s'appelle en français, mais j'ai découvert un autre style, et le style, je me rappelle du jour où à la bibliothèque, j'ai pris ce truc dans les mains, et j'ai dit, mais attends, qu'est-ce que c'est ça? Je devais être tout jeune en plus, et c'était un peu violent, et c'était un peu triste parce qu'il y avait cette histoire du petit garçon, là. Et enfin voilà, d'un coup tu découvres qu'il y a tout un monde. Pour moi, c'était l'adaptation de la série animée, les BD, tu vois. Et d'un coup, je réalise qu'il y a un style quasiment photoréaliste d'Alex Ross et je me rappelle vraiment, hein, et je savais même pas si j'avais le droit de le prendre, parce que je me suis dit je suis peut-être trop petit encore pour ça. Je devais avoir 10, 11, je sais pas. Et c'est trop bien, quoi. La multitude, c'est trop bien. Et donc j'ai jamais quitté ça. Et si tu veux que je déroule un petit peu comment je suis venu après mon parcours scolaire, j'ai fait un bac ES, puis après j'ai fait une fac d'anglais. Donc j'ai un master d'anglais, d'où l'attirance vers l'anglais, parce que ça m'a toujours fasciné. L'entre-deux, alors j'ai pas choisi le plus grand des écarts quand même, parce que l'écart entre l'anglais et le français, il est moins. Je veux dire, tu peux ne pas avoir les adducteurs trop souples et le faire, alors que l'écart entre le français et le chinois, de suite, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que c'est toute une autre façon de voir la vie et donc de la conceptualiser par le langage. Mais donc voilà, ça m'a toujours fasciné d'explorer, parce que traduire, c'est ça, c'est explorer l'entre-deux, en fait. C'est dans un entre-deux permanent où tu es dans une langue, tu es dans l'autre, et tu explores, voilà, la meilleure manière de réduire l'écart, quoi. Et je me suis toujours régalé. J'ai toujours traduit des chansons. Et c'est par le hip-hop notamment que je suis venu un petit peu à la trad, parce que je voulais que mes potes comprennent pourquoi pourquoi des mecs comme tout le groupe de D12, là, le groupe d'Eminem, étaient des dingues, parce qu'ils faisaient des doubles, des triples sens, et c'était impossible à traduire d'ailleurs, hein. Donc je faisais plein de notes de bas de page que je déteste maintenant. Les notes de bas de page, j'ai l'impression de me trahir quand j'en fais, et j'en fais pas du coup, mais j'ai pas trop l'occasion d'en faire. Mais je faisais, donc je me rappelle que je traduisais pour montrer à mes potes, et c'est resté. Et après il y a un mec que j'aimais beaucoup qui s'appelle Yellow Wolf. Alors je sais que je dis que des rappeurs blancs, hein, mais promis, j'aime aussi des rappeurs, les fondateurs, quoi. Je suis pas ce genre de mec qui Orelsan, Eminem et Vald, c'est mes préférés. Et Nekfeu, c'est mes préférés. Non, le vrai hip hop, quoi. Mais bon, Eminem, ça reste du lourd, du très très lourd.
Et non, et ça me fait rire, ça, ces débats un peu futiles. Avant qu'il devienne un personnage de NFT, quoi. Ah, de quoi? Avant qu'il devienne un personnage de NFT. Je sais pas si t'as vu, il a fait une vidéo avec, je crois que c'est Snoop Dogg, où ils sont tous les deux dans... Et c'est des NFT, ça? C'est avec tu sais, les singes moches, là, du coup. Et c'est horrible. Enfin, et c'est du NFT. Ah, mais non, mais ça fait penser, oui, d'accord. Non, mais c'est la version 3D animée de leur NFT, du coup. D'accord. Mais même Anthony Hopkins s'y est mis, mec. Donc, j'ai plus d'espoir pour les NFT. J'ai très très peur que toutes mes idoles s'y mettent. Mimi Mati va pas tarder à s'y mettre, je pense. Petit prix. Enfin, on verra. Mais ouais, donc du coup, je traduisais. J'avais créé une page qui s'appelait Yellow Wolf Info France. J'étais obsédé par un mec qui s'appelle Yellow Wolf, qui est ce qu'on fait de meilleur en musique en termes de métissage culturel, tu vois. C'est-à-dire que il avait des parents, il a été éduqué à un peu de country. Il vient de l'Alabama, il a été éduqué à la country, au metal, au hip-hop. Et lui, il a fait un cocktail. Et c'est pas le spritz. J'ai horreur du spritz. Cocktail de Fizz Up. Et ben non, mais c'est les nouveaux trucs à la mode, là, ça me saoule. C'est tellement bon. Tu peux pas boire un whisky comme tout le monde. Enfin, merde. Toi, t'es ouf. Non, mais attends. Et si tu veux, t'as pas l'impression qu'il y a des cocktails comme ça à la mode? Avant, c'était le Mojito. Je sais pas, moi, je bois ce que j'aime. Enfin, je m'en fous de ce que boivent. Non, tu bois pas ce que tu aimes, tu bois ce que la société te fait croire que tu aimes. Voilà, là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Pilule rouge ou pilule bleue? Remets-toi dans la musique, s'il te plaît. Eh ben fuck Spritz. Et donc et si tu veux, voilà, il fait des bons sons et je traduisais un petit peu je traduisais des chansons et voilà, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de mettre des vidéos en ligne. Et j'ai toujours aimé les comics, j'ai toujours kiffé ça et je me suis dit putain, mais en fait il y a un truc à faire là aussi, quoi. Et j'ai pas trop regardé ce qui se faisait avant, j'ai juste regardé s'il y avait un JT, un truc qui faisait le tour de l'actualité, et surtout mon format préféré, c'est pour ça que j'ose plus le toucher, les vous souvenez-vous, où je fais des anecdotes, tu vois, le pire du pire des comics. Et il n'y avait pas. Donc, j'ai décidé de faire, quoi. Puis ça me plaît d'écrire, ça me plaît de faire ça, de trouver des anecdotes. La première, c'était Colossus, là, pendant les guerres secrètes, et tout le blocage sexuel que lui impose son professeur Xavier, le papa de tous les mutants. Chelou quand même, ce mec, hein, un vieil homme qui aime bien avoir beaucoup d'enfants un peu mutants. Chelou quand même. Moi, j'y laisserai pas mon fils. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Du Spritz et du Xavier. Mais donc ouais, non, tu vois, ça me fait rire parce qu'il faut en rigoler. Ça reste quand même des trucs dont il faut rigoler, même s'il y a des trucs très sérieux. Et voilà, et ça a marché de fil en aiguille. Ça a marché. Alors on se fait jamais tout seul, même si je fais quasiment tout seul parce que je paye pas des gens. Et il faudrait payer des gens, mais on se fait pas tout seul. Tu vois, moi, ce qui m'a fait exploser, je le sais très bien, c'est le timing parfait. Avec lequel j'ai sorti la vidéo sur le Joker qui donne son cul dans le run de Kevin Smith. Et parce que tu avais de toute façon cette façon effectivement dans ces vidéos d'utiliser volontairement, enfin moi je pense que c'était volontairement, voilà, des termes, enfin tu faisais de la provoque, quoi, notamment dans tes titres. Putaclic. Voilà. Non, tu peux le dire, Bah de toute façon j'en avais, la première fois qu'on s'est vu, je t'avais posé la question parce que c'était le truc que moi je comprenais pas du coup pourquoi tu faisais ça par rapport justement au reste du JT, où je voyais que même les en JT, dessous des, ouais, non mais le truc c'est que au-delà, voilà, des blagues un peu sous la ceinture, que bah le taf fait très peu, que le taf était fait plutôt sérieusement, mais t'avais aussi ces vidéos, voilà, avec des miniatures et le titre très très provoque, très un peu gratos, et à se dire enfin un peu gratos quand même. Je veux dire, quand je dis, et ça m'a un petit peu apporté des ennuis, mais j'ai jamais retiré le truc, Jessica Jones c'est une pute. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est Bendis. À travers Killgrave. Ouais, mais c'était mais quand t'as une vidéo qui était titrée Jessica Jones. Ah oui, ça a rapporté quelques du monde des comics. Oui. Et que du coup, quand c'est pas c'est exactement ce qu'il lui dit. Ouais, c'est exactement ce qu'il dit. Quand c'est pas contextualisé, que tu sais pas à quoi ça a truc, bah les gens qui te connaissent pas non plus se disent mais attends, c'est quoi ce misogyne? Ouais, non, voilà. complètement. Et j'avais eu des non, bien sûr. Mais après voilà, ça reste. C'est pas moi qui l'ai fait coucher avec tout l'univers Marvel pour lui donner une crédibilité, quoi. C'est Bendis. Moi, j'aurais pas fait pareil. Mais non, c'est très rigolo, il faut s'amuser avec ça. Mais oui, c'est complètement... Et c'est pour ça que j'ai jamais voulu monétiser, parce que l'argent rend suspect. Et si j'avais fait les mêmes titres en étant monétisé, pour peu que les gens s'en rendent compte s'ils n'utilisent pas AdBlock, ça aurait été plus compliqué à justifier, tu vois. Et alors que j'ai fait des très bons scores, si on se place en termes de score, et ça, c'est des mecs comme... c'est Alcor qui m'avait expliqué ça, qu'il avait vu ça, et que tu vois, par exemple, il s'y était mis un peu grâce... et j'étais content, j'étais plutôt flatté. Grâce vous souvenez-vous, il a vu le potentiel comique sur YouTube de ce genre de vidéo où tu peux un peu faire du sensationnel, quoi. Alors c'est pas ce que j'aurais fait par la suite, mais il me tarde de reprendre. Et vous souvenez-vous, j'ai plein d'idées, je devais en faire, mais ça c'est pas fait parce que la vie est passée par là entre temps et tu vois, j'ai pas eu le temps. Mais je compte forcément revenir avec vous souvenez-vous et revenir avec un degré encore plus haut, quoi. Va
va falloir faire ça proprement. Et ça a marché. Et quand je dis qu'on s'est pas fait tout seul, c'est que j'ai rencontré grâce à cette chaîne, et c'est ce qui est merveilleux, un ami, et maintenant c'est devenu un ami que j'aime d'amour, Bruno Bessadi, avec qui tu as déjà parlé pour la sortie de l'Ogre Lion chez Draco, une BD qu'il faut lire, qu'il faut acheter, qu'il faut soutenir, et dont il va falloir soutenir le tome 2 qui va bientôt sortir quand il aura fini, donc dans quelques mois. Mais lui il m'avait dit, si tu veux, je te fais des miniatures. Et moi j'osais pas trop lui faire des miniatures, c'est quand même un putain de dessinateur. Et en fait il m'a dit si. En fait il m'a fait la miniature du Joker, et c'est lui qui l'a faite. Et je pense que c'est ça qui a fait exploser le truc. Le combo entre, j'ai sorti ça 3 jours avant Suicide Squad, où ça parlait beaucoup du Joker. Lui, il a fait la miniature où on voit les fesses du Joker, et où il a refait tous les tatouages de la tête de Jared Leto sur ses fesses. Il donne son cul, donc il se tient le cul comme s'il avait mal au cul. Il y a marqué damage sur son cul. Il a une idée terrible. Eh ben, je pense, tu vois, c'est ça. Donc la vie, c'est que des rencontres comme ça. Et maintenant, Bruno, c'est quelqu'un que j'aime et que je continuerai à voir. Et je souhaite pas que ça soit le cas. Je touche du bois, mais je suis pas superstitieux. Même s'il se cassait les deux mains, même s'il pouvait plus dessiner de main, ce serait quelqu'un que j'aimerais encore, tu vois. Je suis pas un gratteur de sketch. De toute façon, j'ai arrêté ça. Je l'ai été, mais j'ai vite arrêté quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui se battaient pour des dessins. J'ai dit, c'est bon. J'ai vu des mecs traiter des meufs de vieilles salopes, des vieilles en plus du coup, pour des dessins. Et là, j'ai dit, allez, c'est bon, j'arrête tout. Je parlerai avec les artistes, et toi aussi, je pense que tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est, que comme c'est précieux d'échanger avec un créatif plutôt que de le voir de voir sa calvitie pendant 5-10 minutes sur un dessin, quoi. Il y en a certains qui ont quand même des cheveux encore, faut pas. C'est des faux. Ils sont comme Macron. C'est quoi ta méthodologie pour faire le JT? Elle a un peu évolué parce que j'ai fait plein de boulot entre temps, parce que du coup, moi, je suis pas rémunéré par YouTube, et au début, il y avait rien, quoi. J'avais aucun partenariat. Par la suite, j'ai eu des partenariats où il y a certaines vidéos qui sont sponsorisées par notamment Philibert. Il y a eu du Monolith, il y a eu oui, c'est vrai que t'avais été pour Batman, un peu le porte-parole du projet. Enfin, non, pas porte-parole, mais tu faisais l'animateur public quand même sur le projet. Voilà, mais des animateurs publics, parce qu'ils avaient, dans la sphère comics, pour le premier jeu de rôle Batman, après on a continué un petit peu sur le jeu de rôle. Bon, après il y a eu moi j'ai dû me retirer du projet. Okay. Et si tu veux, au début, donc j'avais un boulot, tu vois. Donc le mardi, je taffais, donc je compilais mes news plutôt dans le week-end, et puis ensuite j'écrivais un petit peu le mardi à la pause du boulot, mais c'était beaucoup plus court, parce que j'avais l'impression qu'il fallait toujours que ça soit court sur YouTube. J'avais ce stress des moins de 10 minutes. Et au début, c'était vraiment et après je me suis dit, mais si jamais tu es sur YouTube, tu fais ce que tu veux. N'importe quel connard peut se mettre sur YouTube, Il faut juste avoir un peu de temps libre et être prêt à le consacrer à ça. Mais n'importe qui peut mettre des vidéos. Mais fais ce que tu as envie de faire. Te restreins pas. Pourquoi tu vas passer sous silence telle news parce que sous prétexte qu'il faut aller vite? Alors je dis pas, je respecte quand même les gens. Je sais que c'est dur, je sais qu'ils taffent, je sais que on a tous des vies, donc je te dis pas de faire des JT de 3 heures. Je pourrais pas en plus monter 3 heures d'émission par semaine, c'est impossible. Mais après j'ai fait sauter ça et j'ai dit je m'en fous. Je m'en fous complètement. Donc là, actuellement, la mécanique, c'est que je trie mes news soit le dimanche, soit le lundi, ça dépend. C'est quoi, c'est que tu cherches tous les liens, enfin, t'as un lecteur de flux RSS? Ouais, j'ai un agrégateur, ouais. Et donc j'ai mis mes petits sites, et je regarde ce qui me plaît, je regarde ce qui me fait rire, je regarde même, et donc je me fais mon petit fichier avec mes news comme ça, et puis après je vois un petit peu les joueurs que j'ai à disposition, et je convoque mes news sur le terrain. J'essaie d'éditorialiser un petit peu, parce que des fois l'actu se répond d'une manière merveilleuse. Et voilà, après j'écris. C'est-à-dire que tous tes textes en fait sont écrits. Ouais. T'as un prompteur en fait? Non. J'ai un peu de mémoire et je regarde entre deux prises. Je regarde. Ça, j'ai jamais dit à personne ça. J'ai jamais dit publiquement ça. J'ai l'impression c'est une exclusivité. Ouais. Les gens s'en branlent. Les gens s'en branlent vraiment. Mais je sais pas. J'ai eu l'impression que c'était ma cuisine. J'ai l'impression d'être nu face à toi, Arnaud. Alors, ça m'émoustille un peu. Alors que non. Si Arnaud, dis-le aux gens. Il est presque nu quand même. Non, donc j'écris, mais des fois je rajoute des trucs au dernier moment, ou des fois il y a des vannes qui me viennent sur le moment, si tu veux. Et après le mardi j'envoie, et toute la nuit. Enfin, en fait, un JT c'est beaucoup d'heures. J'ai jamais calculé, mais c'est beaucoup d'heures. C'est plus de 24 heures en fait de taf. Et c'est pour 15 minutes de vidéo. Ouais, voilà. Ouais. Des fois je me dis, qu'est-ce que tu fais, espèce de con. Bah, mais surtout, enfin, que ce qui est surtout impressionnant quand même maintenant, c'est la longévité. C'est-à-dire que bon, à part voilà, donc voilà, putain, voilà. Si on s'était vu il y a 2 mois, ce serait pas pareil. Je pourrais être encore plus fier. Non, ouais, j'ai été super malade là il y a 1 mois, et en fait j'ai dû et pourtant j'ai fait des JT dans tous les états,
en mode après l'accouchement de mon ex, je suis papa célibataire. Juste après, tu vois, on s'était arrangé. J'étais parti alors que je dormais pas, en mode peine de cœur. Du coup, quand on s'est séparés, en mode pas gastro, je crois pas, mais en mode, tu vois, en mode angine, enfin, en mode malade, en mode plein de trucs, tu vois, plein de trucs. Mais ça, c'est aussi, j'ai l'impression que je me dis, mais espèce de con, tu crois qu'on va marquer ça sur ta tombe? Il a fait des JT quand il était malade. Bon, mais c'est ma petite fierté, tu vois. C'est ma petite fierté à moi. Mais j'ai conscience qu'elle est futile. Et quand je le dis aux gens, je sais pas s'ils sont gentils, mais ils me disent, mais non, mais c'est génial et tout. J'ai envie de leur dire, mais les gars, il y en a qui inventent des trucs. Bon, des fois, j'ai un petit peu ce complexe de l'imposteur, là. Oui, mais parce que du coup, avant que tu aies été malade, en fait, c'est le truc, c'est que j'avais fait pendant, du coup, 359 semaines, voilà. Je crois, 359 semaines, soit 7 ans quasiment, sans interruption. Ouais. Mais ça aussi, je me dis, bah ouais, tu seras le plus fatigué du cimetière. Tu seras le plus cerné du cimetière. Il faudra un cercueil pour tes cernes, enculé. Enfin, pardon, on a le droit de dire des gros mots ici ou... Ouais, ça va. S'il y a des enfants qui écoutent, demandez à papa ce que c'est un enculé. Je crois pas qu'il y ait des enfants qui nous écoutent. Tu serais surpris. Vraiment. Je pense qu'ils le veulent pas, en fait. C'est que les darons écoutent le podcast. Ouais, voilà. Parce que moi, on a souvent dit que beaucoup de mecs m'ont dit, ma meuf, elle te connaît, enfin elle connaît ta voix, mais juste parce qu'en fait elle est obligée de t'écouter parce que je mets le podcast dans la cuisine. Alors que toi tu connaissais bien sa meuf au mec qui t'a dit ça. On connaît les délires, Arnaud. Hein. Non, ça fait 2 jours qu'il est sur Marseille, ça y est. Mais n'importe quoi. Il a soulevé tout Marseille, Arnaud. C'est une réputation n'importe quoi. Mais j'aimerais bien parfois que J'aimerais bien soulever tout Marseille. Bah déjà oui, bien sûr, mais j'aimerais surtout correspondre en fait à la vision que vous avez de ma vie, quoi. Mais de toute façon on n'est pas là pour parler de moi ni du fait que on va pas en parler parce que t'es traducteur aussi, moi ça m'intéresse. Et puis le travail, enfin quand tu me parles de dose de travail, là c'est quand même le camembert et les 2 fromages qui puent qui se parlent ensemble, quoi, parce que tu es aussi un acharné quand même, et ça on peut que respecter la dose de travail que tu fournis, toi, avec Corentin, que je fais un bisou à Corentin d'ailleurs. C'est ce que je voulais te demander de toute façon, c'était savoir justement pendant 359 semaines comment t'arrivais à le gérer de façon hebdomadaire par rapport au fait que c'était pas un travail rémunéré pour le coup, et que du coup t'as tout un autre pan de ta vie à gérer, donc comment est-ce que tu arrives à gérer cet équilibre parce que c'est ça qui est le plus important, je crois qu'en fait c'est de tenir, c'est une course de fond en fait. Oui. Je crois que je fonce, et pour l'instant je me suis pas encore arrêté. Là j'ai dû m'arrêter, comme je disais, parce que j'ai été malade et c'était impossible de faire un JT, impossible. C'est-à-dire qu'il est venu mon pote me voir pendant 3 heures, il est reparti, j'avais l'impression d'avoir fait 3 rounds contre Tyson. J'ai dit que 3, et encore peut-être 2 parce qu'il est quand même encore puissant. Donc c'était impossible, et après j'ai lâché prise là-dessus parce que maintenant je suis papa, tu vois, donc il y a des trucs plus importants que d'avoir ma petite feuille où je peux cocher chaque semaine que j'ai fait un JT. Maintenant le truc le plus important c'est mon fils, c'est l'éducation de mon fils, et il y a rien qui sera plus important que ça, aucun JT, aucun comics, rien du tout. Donc non, j'ai géré en fonçant en fait et en réfléchissant pas trop, hein. Donc j'ai été, enfin il y a plein de trucs qui m'ont aidé, hein. Je veux dire, j'ai conscience que j'ai la belle vie quand même, donc voilà. Mais après oui, le plus embêtant des fois c'est que tu dis je passe du temps quand même sur un truc bénévole alors que je suis en retard sur ci, je suis en retard sur ça, mais bon, c'est juste un peu de charge mentale, mais ça va, on a un peu les épaules larges, donc c'est-à-dire que tu fais l'écriture, la réalisation, le montage, le bandeau seul. Je me suis rajouté ça dès le premier truc, mais ça c'est la marque de fabrique, ça changera pas, mais le bandeau quand j'ai 60, des fois ça m'est arrivé d'avoir 60 messages et de suite tu montes 60 trucs, parce que je suis pas du tout technicien. Ça se voit, hein, les gens. Oui. Moi, des fois, j'ai des gens qui viennent me voir et ça me fait sourire parce qu'ils sont gentils, les gens. Vraiment, moi, je trouve les gens qui viennent, ils sont gentils, ils sont bienveillants, et j'ai des mecs qui viennent qui me disent moi je suis un G-ci, un G-son, je travaille dans l'audiovisuel et tout. Je dis allez, dis-moi. C'est fou ce que je fais. Non, il me dit ouais, mais non, mais c'est ton truc, tu vois. Donc il s'arrange, mais c'est vrai. Moi j'ai des lumières, j'allume des lumières. Enfin, tu vois, je réfléchis pas à ça. Je cadre à peu près. Mais c'est artisanal. Le bandeau, il a pas évolué depuis 7 ans. La police du bandeau n'a pas évolué depuis 7 ans. Et elle est pas ouf. Elle est pas ouf, mais je le sais en plus. Mais j'ai pas envie de la quitter. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a plein de trucs comme ça. Le montage, le montage, maintenant, je me suis un petit peu amélioré. Donc, j'ai réussi à avoir des facilités. Mais les miniatures aussi, je suis pas un graphiste. C'est un métier, graphiste. Tous ceux qui veulent s'improviser graphiste, non, c'est un métier. Donc, soit vous en payez un, mais moi, je vais pas payer un mec alors que je sais pas ce que je vais mettre sur la miniature 5 minutes avant de la faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je la fais au dernier moment. J'admirais les vidéastes qui me disaient, mais attends, moi, c'est bon, j'ai déjà ma vidéo de Calais pour samedi prochain. Ah. Non, moi, en fait, si elle finit d'être exportée, j'ai de la chance d'avoir un ordi plutôt cool qui exporte vite.
Et après, je la mets sur YouTube. Mais ça se passe dans un intervalle, dans un laps de temps de 5 minutes. Quoi. Bah, de toute façon, c'est un peu obligatoire avec le fait que tu es sur un truc d'actualité où en fait, il faut un peu que tu attendes presque le dernier moment en fait avant de pouvoir complètement la chose en ligne. Et ça, c'est aussi l'autre question sous-jacente, et là on entend le vin qui coule dans ton verre, Cédric. Comment ça, le vin, c'est du jus de raisin. Pardon, le jus de raisin fermenté un petit peu comme ça. Bah, c'est que au bout de 7 ans, il y a jamais eu un moment où tu te dis putain, enfin ça commence à m'emmerder ou jamais le moment de tourner. Le montage, ça doit faire peut-être 7 ans que je me dis que ça m'emmerde. Mais bon, je le fais parce que voilà, soit tu payes des gens pour le faire, mais c'est toute une autre économie et je pourrais pas. Et je le fais, mais oui, c'est le montage, tout ce qui est après, oui, je préfère aller dormir la nuit et que le matin, comme par magie, il y a un JT qui sort, tu vois. Avant, j'ai sorti à 6h du mat. Je me demande comment je faisais. Alors, il y a eu peut-être 1 an de chômage entre deux jobs où je pense que c'était plus facile. Et là, en fait, il y a aussi que je n'arrive plus à faire de nuit blanche. Bon, après, j'ai pas de problème dans ma vie, hein, les amis. J'ai l'impression qu'on est en train d'écouter, de me plaindre, alors que vraiment, elle est cool, ma vie. Mais j'arrive plus à faire de nuit blanche. Je suis devenu le pro de tomber sur le bureau. Je vais avoir le front, ça va être la chose. C'est-à-dire que je tombe sur mon bureau et je me dis même plus. Je me dis, tu sais quoi, bah les couilles, je dis même pas dans mon lit. Allez, j'ai le front contre du bois dur. Tu vois, donc, et j'essaye même plus, alors qu'avant, j'arrivais à faire des nuits blanches tranquilles. Mais là, l'énergie, ça devient compliqué, tu vois. Bah, surtout que c'était un gamin, donc ça change quand même pas mal de choses aussi dans ton rapport à. Exactement. Bah, du coup, aux priorités dans la vie, mais surtout jusqu'au temps que t'as consacré à certaines choses quand, complètement. Quand t'as un être vivant qui est, complètement, qui t'appelle, qui court partout mais c'est génial, hein, je recommande à tout le monde de faire des enfants. Si vous savez pas, demandez à vos parents comment on fait. Oui, effectivement. Tu vas pas nous faire un petit cours d'éducation sexuelle dans le podcast aujourd'hui, Cédric. Mais toi, tu me tends des perches, là je la prends pas. Allez, celle-là, je la prends pas, ça va devenir trop sale. Et c'est ça, parce que t'as construit un personnage aussi, en fait. Oui, mais déjà, le commis, le nom, ça vient d'où? Pourquoi? Le nom, je vais faire un gros bisou à mon pote Vince. Je cherchais un truc avec des petites allitérations, des petites, et tiens, le commis, en fait, je voulais comme, quand même, enfin, je sais pertinemment que je suis pas un historien des comics, je suis pas tu vois, bon. Mais j'adore ça et depuis tout petit j'aime bien essayer de fouiller qui a fait ce run, qui a fait ça. J'adorais les éditos de chez Panini, tu vois. Je regardais qui c'est qui écrivait, je regardais. Et d'ailleurs maintenant, enfin, d'ailleurs j'ai jamais dit ça, mais ça fait 1 an que je travaille pour eux où je fais des éditos aussi. Après, il y en a qui le savent parce que il y en a certains où il y a mon nom qui est marqué. Mais du coup, c'est fou d'écrire à la place de Christian Grasse. Enfin, ça c'est dingue, quoi. Mais tu vois, de faire, il y a ce petit côté archiviste là que j'aimais bien. Et donc, je voulais quelqu'un qui soit au service d'eux. Et le commis de cuisine, par exemple, il est au service du chef, tu vois. Et il y avait cet aspect, j'avais fait tout un shooting. Je pense, j'avais fait un plan marketing à l'époque. Il y a 7 ans, j'étais moins con que maintenant. J'avais sorti tous mes comics. J'avais tout mis sur un bureau. Et j'avais fait des photos qu'on peut retrouver sur les réseaux. Même ma bannière YouTube, elle a jamais changé depuis 7 ans aussi, parce que je suis fidèle aux choses. Et si tu veux, il y a un bloc-notes, il y a des ouvrages théoriques sur les comics, il y a des single issues en VO, il y a des comics en VF, il y a des intégrales, il y a plein de trucs. Et je voulais qu'il y ait cet aspect fouillis. Et en fait, voilà, je suis le commis, et il y a aussi l'aspect commis voyageur, tu vois, le mec qui vient, qui te vend son truc. Et comics, voilà, il y a l'allitération qui est marrante. Tout le monde m'appelle le comique des comics. Enfin, il y en a beaucoup qui comprennent pas apparemment, mais c'est marrant. Mais ça, c'est un truc que j'ai trouvé avec mon pote Vince, mon pote Vincent, que j'embrasse très fort, que j'aime beaucoup. D'accord. Et pour la construction, enfin, t'avais déjà t'as conscience de t'être construit un personnage ou pas? Oui, bah bien sûr, mais il faut. Mais moi, j'ai toujours aimé rigoler. De plus en plus, là vraiment, maintenant je commence de plus en plus à fréquenter même des comédie clubs, des trucs de stand-up. J'en regarde de plus en plus et j'ai envie de me lancer là-dedans même. Il faut juste trouver un peu d'audace et écrire 3 minutes et monter, quoi, et bider, parce que c'est comme ça que ça marche au début, quoi. Donc il faut bider. Fais gaffe parce qu'après tu deviens le Joker aussi, hein. Ah oui, c'est vrai. Si tu rates trop de stand-up. Ouais, mais quelques années plus tard, il y a Lady Gaga qui vient te voir après. C'est vrai. Et elle te chante. Ah bah voilà, donc peut-être que c'est pas si mal, mais du coup, ouais, ok. Et si tu veux, oui, j'ai conscience de m'être construit, bien sûr. Mais après, il est pas si éloigné que ça. Des fois, il est un peu bof. Je sais pas comment le qualifier parce qu'il est pas non plus si éloigné que ça. Et en même temps, je sais pas. C'est juste une petite mise à distance, mais elle est pas radicale, quoi. Je sais pas qui c'est qui se construit plein de personnages. Eli Kaku de l'époque ou puisqu'on est à Marseille, tu vois, c'est pas vraiment un personnage, je me mets pas dans une peau. Ouais, j'ai eu la période où j'avais fait comme si j'avais une secrétaire, là c'était plus un personnage, tu vois. J'ai fait arriver 2-3 fois et après j'ai arrêté de me travestir, mais enfin en public,
Mais bon, voilà. Mais oui, j'ai conscience. Ouais. Mais ça se construit, enfin, ça se. Non, ça se réfléchit. Enfin, je l'ai pas réfléchi trop. Je l'ai pas réfléchi. Est-ce que tu l'intègres aussi même dans ton processus d'écriture en disant là, il va falloir aussi que je mette une vanne, et là, vu que je suis ce personnage-là de présentateur, il faut aussi que je fasse ci ou que je fasse ça, parce que t'as aussi même, enfin, c'est un ensemble, c'est donc t'as le nom, t'as l'humour, t'as le gimmick, lisez, par exemple, tu vois, tu construis des catchphrases, tu fais, voilà, bah, tu bâtis un personnage avec ses caractéristiques. Construire une catchphrase, c'est vraiment la structure ternaire, elle est basique. Tu dis juste lisez, j'ai pas dit que c'était lisez. super poussé forcément. Voilà, ouais, non, parce que ça, c'est vraiment une arnaque de publicitaire à la con. Non, mais c'est un publicitaire, il fait payer 15 000 balles, hein, le lisez, 5 000 balles par lisez, hein. Ouais, mais je trouve c'est que, alors que vraiment, c'est un truc qui est venu tout seul. Ouais. Et je m'en suis même pas rendu compte. Parce que c'est resté. Parce que du coup, c'est maintenant, on sait que c'est voilà, tu l'as en... Ça, c'est mon pote Maxime que j'embrasse aussi, qui est forgeron. Nous sommes des héros. Il a une grosse chevalière avec le bat logo et puis marqué lisez. C'est un cadeau qu'on m'a fait. J'aurais jamais cru porter ça, mais en fait, je peux pas m'en séparer. J'adore. Pas envie de te prendre une patate avec ça au doigt, clairement. Bah attends, il y a Hellboy qui fait mal aussi. Hein. Ah putain, il a une chevalière Hellboy aussi. Il est incroyable. Et oui. Et le Punisher, le Memento Mori surtout, parce que ce logo, il est devenu maudit, mais pas tant que ça pour les fans de comics. Ça. Faut mettre des cornes, ça sera mieux comme ça. Faut le samouraï, la samouraï attitude. Mais ça, c'est que t'as jamais vraiment enfin, tu réfléchis pas trop non plus à ce genre de choses. Non, pas trop. Je réfléchis juste tu parlais il faut placer des vannes. Il y a ce que j'appelle le tunnel d'intro. Moi, j'ai envie d'être un aspirateur sur la première minute. C'est-à-dire qu'en fait, je veux qu'il y ait une vanne dès le début parce que ça me fait rire aussi, ça me plaît, tu vois. Donc, je veux pas arriver avec la gueule d'un... J'ai toujours eu horreur des présentateurs de JT, moi, David Pujadas, ça me saoule, tu vois. C'est un fils d'up en plus. Quand tu vois sa réaction devant le 11 septembre, bon, c'est un mec qui m'a... Et puis un chien de garde en plus. Bon, bref, ça, c'est autre chose, mais coucou David. Il nous écoute pas. Si tu veux, j'aime pas ces gens qui passent d'un attentat terroriste, 18 personnes qui ont explosé, et puis maintenant nous allons passer à la fête du village de Bayonne. Ça, c'est du côté du Poitou-Charentes, la fête du village, oui. ce machin. Ouais. C'est affreux, tu vois. Donc moi, il faut de la vanne. Il faut que ça soit du. De toute façon, j'ai jamais cru aussi au journalisme. Enfin, moi, le gonzo, c'est un style. Et je parle du journalisme, pas du porno. Le gonzo, c'est un style. C'est le style de journalisme c'est le seul qui devrait exister en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun journalisme indépendant. On le voit là. Hein, regarde, on a vu dans l'Élysée est intervenu pour faire supprimer des articles qui étaient pas trop élogieux, où il y avait des propos sur la colonisation de l'Algérie. Enfin, tu vois, on voit que le libre, alors la presse libre, ça n'existe pas, même dans des pays qu'on croit libres, et encore moins dans des pays qui sont pas libres. Et en plus, on n'est jamais objectif. Et moi, j'ai jamais, en tout cas, c'est un travail que j'ai pas encore fait, puisque je suis pas journaliste. Et je cherche même pas à y prétendre, tu vois. Donc, moi, c'est du Spider Jérusalem. Alors, je fais pas du Spider Jérusalem, j'en ai pas le talent de ce personnage fictif. Mais si tu veux, c'est ça ma voix, c'est ça quoi. C'est-à-dire que je fais peser toute ma subjectivité sur ce que j'écris. Quitte à dire des conneries, j'ai dit plein de conneries. Hein. J'ai pas d'exemple là, mais je sais que j'ai dit des conneries et que il y a des trucs que j'ai pas forcément regretté, mais tu vois, il y a des trucs où je me dis putain, tu aurais mieux fait de chercher un peu plus. Mais après, il y a aussi le temps qui me presse. Et ça, j'aimerais faire plus de fond. Voilà, ça je te le dis. Et j'espère qu'en 2022, voire en 2023, je pourrais faire plus de fond. Mais comme ça fait 3 ans que je le dis, on verra. Bah, parfois, tout vient tapant aussi à qui c'est attendre. T'aimes bien les petits proverbes, toi? Ah, j'adore. Arnaud l'éphéméride qui coud. Ça tue, ça. C'est mon nouveau pseudo. Hein, une de perdue, 10 de retrouvée. Ouais, exactement. Et puis Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Voilà. D'ailleurs, en parlant de mousse, tu veux la deuxième? Volontiers. Tiens, ça va. Après, elle va. Et en même temps, ouais. Et en même temps, comme ça, je vais pouvoir te poser la deuxième question pendant que tu décapsules cette petite bouteille. Vas-y, je t'écoute. Qui n'est que du jus de céréales fermenté aussi, quelque part, en fait. C'est juste un peu de fibres, en fait. C'est juste des fibres et de l'eau gazeuse, quoi. Non, bah voilà aussi pour te poser cette question, bah justement, parce que tu parlais de journalisme, mais c'est vrai que, même si tu ne te revendiques pas journaliste, moi, je sais qu'au début, et je te l'avais déjà aussi avoué, c'est que j'étais partagé en regardant tes vidéos en me disant, est-ce que je dois te considérer comme un concurrent ou pas? Parce qu'au final, ce que tu fais, c'est que tu synthétises en fait en un quart d'heure ce que moi je fais toute la semaine. Mais il n'y a pas de concurrence, Arnaud, il y a que des additions. Tu veux te battre? Tu veux te battre? Je voudrais me battre en fait. Voilà, je n'ose battre. Allez, mets-toi nu. Moi, je me bats que nu. Donc, mets-toi nu, on se bat. Non, mais c'est pas de la concurrence. Mais du coup, tu vois comment tu te considérais en fait. Est-ce que t'es journaliste qui ne le dira pas? Est-ce que t'es infotainer? Est-ce que t'es influenceur? Est-ce que t'es, enfin voilà, c'est comment? Est-ce que qu'est-ce que c'est le commis des comics en fait? Influenceur, si c'est faire acheter des BD aux gens, tous les libraires le sont. Et un bon libraire doit l'être. Et je suis pas libraire. Hein. Infotainer, si c'est faire de l'entertainment, un peu d'info, ouais, je crois qu'on est tout à fait dans. Ouais, je pense que là, tu as donné la bonne définition. Journaliste, non.
j'aimerais un peu plus faire des trucs, mais les journalistes, pour moi, c'est voilà ceux qui font du reportage, ceux qui vivent pas vieux, quoi. C'est-à-dire qui vont dénoncer des choses, voilà, qui pas dénoncer, mais tu vois, qui vont mettre en lumière certains trucs, tu vois. Il y a David Coquille sur Marseille, qui travaille pour la Marseillaise, qui fait des purs reportages, par exemple, entre autres. Vous dire que tu estimes que dans le milieu culturel, c'est pas possible d'être journaliste? Si, c'est possible, mais si tu veux, une fois, si tu appliques, puis en plus tu peux appliquer ça au milieu culturel, hein. Il y a des lièvres à lever, hein, dans nos milieux, le milieu d'édition, comment il marche, ses travers. Il y aurait des vrais reportages à faire, tu vois. Et je parle pas juste des affaires de cul qu'on trouve dans certaines maisons d'édition, mais vraiment sur le marché en général, sur la façon dont les auteurs sont traités. Il y a plein de trucs, et c'est fait, hein, globalement. Il y a des rapports, le rapport Racine, c'est ça, le rapport Racine. Mais tu vois, il y aurait moyen de fouiller, de faire du vrai reportage et d'aller voir un petit peu les auteurs, parce qu'en fait je considère que ça c'est un truc qu'Alan Moore a pu dire aussi, la vraie magie c'est l'art. Tu le vois quand toi t'aimes bien le métal, je crois. Voilà. Ben je t'imagine un peu en transe dans des concerts de métal. Ouais. J'ai vu les vidéos. en hélicotub, hein, ouais, dans la fosse. Il y a tout le monde qui s'en va. Ça doit être moi. Non, mais si tu veux, voilà, ce que tu ressens quand tu es face à quelqu'un qui chante, par exemple. Ce que tu ressens quand tu es face à un mec qui dessine, qui sait dessiner. Ce que tu ressens quand tu lis une belle phrase, que tu pensais que pourtant les mots on les a, on parle, tu vois, on parle le même langage. Mais jamais tu aurais pu écrire cette phrase, et pourtant c'est exactement ce que tu penses que tu es en train de lire. Tu vois ce que je veux dire? C'est exact. Tu savais pas que tu le conceptualisais comme ça, mais ça, tu vois, des fois ça apparaît comme ça. Et ça c'est la vraie magie. Ça c'est la vraie magie. Donc c'est des gens pour lesquels j'ai un profond respect. Un vrai respect. Et donc je pense que quand on n'en aura plus, ces gens-là, ces artistes, quand on n'aura plus que des gros, on va se dire qu'il nous manque. Et donc je pense que s'il y avait du journalisme culture pop à faire, il faudrait qu'il y ait une grosse branche investigation, quoi. Et Lys Lucet version voilà, Loïs Lucet, quoi. Oui, ça marche. Très bien. Tu parlais du fond que tu avais envie de faire. Et ce que je me rappelle aussi d'un format au final où t'as pu faire qu'une seule vidéo, c'était la Comic Academy. Il y en a une et demie, parce qu'il y en a la moitié d'une qui est tournée sur Hellboy. Et il faudrait que je finisse. Mais là, pareil, la vie m'a roulé dessus. Où t'avais voilà ce concept d'aller interroger en fait des questions scientifiques, notamment en fait sur des trucs de fiction, mais d'essayer de voir en fait, d'aborder en fait la question du comment est-ce que vraiment on peut essayer de rationaliser ça. C'était sur la question du symbiotisme par rapport à Venom. Il y avait mon pote Christophe Rodeau, un neuroscientifique, qui était venu nous en parler, et en même temps il y avait aussi donc du dessin et de la musique. Ça m'intéresse aussi, j'adore la musique, ça me transporte, et je considère que tout peut être mélangé. Les concerts dessinés, c'est magnifique. Tu vois, donc il y a moyen de vraiment tout mélanger. Et ouais, j'en ai une deuxième tournée sur Hellboy à la moitié, avec mon pote Alexandre Sauzet, graphiste, qui fait le tour du monde en ce moment. Léna et Alex sur Instagram, que j'embrasse, qui t'écoutent en plus, qui avait analysé le logo d'Hellboy. Il y avait mon pote Mehdi, professeur de sociologie, qui avait analysé le déterminisme dans Hellboy. On avait parlé de la part du déterminisme dans Hellboy, et maintenant il n'y a plus que le dessinateur, et je pense que je le finirai ce truc, parce que voilà, et ça mérite d'être fini. Et voilà, mais après j'ai plein d'idées, mais c'est juste le temps qui manque. C'est-à-dire que je fais tout seul, et tu peux pas, voilà, c'est le temps qui manque. Mais il faut trouver un dessinateur, et je sais exactement, les planches de Mignola me fascinent, parce qu'elles sont séquentielles sans l'être vraiment, en fait. Des fois, c'est des planches contemplatives où juste il te montre plusieurs endroits de la case à plusieurs moments, mais il n'y a pas vraiment une séquentialité brute et directe. Et enfin, il y a des planches merveilleuses, quoi. Et j'en ai une en tête que je voudrais analyser, que je voudrais faire analyser par un dessinateur. Je suis pas dessinateur. Et voilà, on va voir, mais j'ai une petite idée. Donc je finirai un jour. C'est comme ça, pareil pour les vous souvenez-vous. Mais le fond aussi, il me manque sur les reviews. Moi, ça ne m'a jamais satisfait quand je parle de mes petites lectures en fin de JT. C'est nul à chier de parler de lecture en 1 minute, 2 minutes. J'ai pas le temps. La plupart du temps, en plus, c'est de la lecture en VO, donc j'ai pas envie de spoiler. Donc, et ça aussi, je l'ai jamais dit, je pense lancer un jour une émission qui s'appellera Lisez, lisez, lisez,
et qui fera de la review et je serai ton concurrent sur voilà. Back Issues, du coup, et quand tu veux on se bat, tu te mets tout nu, on se bat, ça commence. Tu te mets tout nu et ça part. Ça va de toute façon se finir en baston. Le gang, on appelle ça le gang de toute façon, je crois. Quoi qu'il se passe. Mais le problème, c'est que justement par rapport à ces envies-là et aussi un truc que t'as déjà dit, mais que sur lequel on va revenir, c'est que t'as jamais voulu essayer d'en vivre, en fait. Et oui, en même temps, parce que, du coup, sur parce YouTube. Que tu pourrais très bien te dire, oui, parce qu'il y a une question de temps, mais pourquoi tu te lancerais pas en tant que vidéaste à temps plein pour avoir, du coup, te dégager le temps de faire aussi tes formats de fond et commencer à faire quelque chose pour pouvoir, en fait, te dégager des revenus de cette activité. Mais parce que c'est super. Enfin, moi, la traduction, j'adore ça, tu vois. Donc, si je peux en avoir plus, parce que je traduis pas que des comics, je traduis du jeu de société aussi. Et j'aimerais, en fait, si ça pouvait être mon activité principale, c'est cool, tu vois. Là, en fait, j'en ai jamais trop parlé non plus, parce que je voulais faire une grosse vidéo pour en parler, j'ai jamais eu l'occasion. Mais ça m'a ouvert des portes quand même. Alors ça, j'en ai déjà parlé, tu vois, par exemple, de ce que ça m'a ouvert en termes de quand on m'invite dans les conventions. Moi, je fais payer les conférences. C'est des prestations qui sont rémunérées, les conférences, les quiz, les battles de dessin. C'est un truc qui marche très bien, les battles de dessin, où on se régale, tu vois. On arrive, on fait un show à l'américaine. Mon gars sûr pour ça, c'est Bruno Bessadi. Invitez-nous. On vient, on vous retourne votre médiathèque. Puis pouvoir crier dans une médiathèque. La première fois que j'ai fait ça, je te jure, j'étais gêné. Parce qu'il y avait des gens qui travaillaient. C'était à l'Alcazar, la plus grande médiathèque de Marseille. Et j'ai dit, mais vous nous mettez là, on est en plein milieu. Ouais, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Moi, j'ai de la musique et tout, tu vois. C'est-à-dire qu'on fait une vraie entrée en UFC, quoi, en mode Bruce Buffer, version Bruce Buffering, quoi, si jamais tu préfères. Et ouais, tu cries d'un coup, tu cries dans une bibliothèque, il y a des gens qui sursautent, c'est très marrant. Donc tout ça, tu vois, donc ça, c'est une partie d'envie. Donc je suis auto-entrepreneur. Donc je facture comme ça. Et après, je fais plein de petits boulots pour essayer plein de boulots pour essayer d'arriver à un salaire moyen, quoi. Un truc, voilà, je demande pas des 10 000, mais voilà, donc j'ai été, parmi les boulots que ça m'a rapporté, ça fait des années que j'essaye de rentrer chez Panini pour traduire. Ça m'aurait fasciné de traduire du Daredevil, bon. Et, c'est des Italiens, ils sont extrêmement fidèles à leurs employés. Et j'ai demandé une fois, ils m'ont dit là on n'a pas trop de place. Après c'était le Covid, donc ils m'ont dit bah là on a moins de traduction, donc on préfère garder ça pour nos. Enfin ils sont très respectueux de leurs employés. Mais j'ai mis un petit pied dans la porte. Je suis arrivé à rentrer en faisant de l'édito. Donc je m'occupe et ça je l'ai jamais dit, je m'occupe de tous les éditos des X-Men, de Daredevil, de Zdarsky, qui est une dinguerie. Et de d'autres trucs, des 100%, des trucs comme ça. Donc ça permet, tu vois, voilà, c'est pas le meilleur boulot que j'ai parce que ça prend du temps quand même. Et des fois je me mets dedans parce qu'il faut que je relise des trucs. Donc en termes d'argent, je suis pas du tout gagnant, je suis pas rentable du tout. Mon truc préféré, ça reste la traduction de toute façon, pas spécialement écrire des quatrièmes de couverture. Mais je suis très content de le faire. Ça fait 1 an que je fais ça et ça s'est terminé ce mois-ci. J'ai été community manager d'iComics. Ouais. Oui, ça c'est très cool parce que en plus voilà. Je veux dire, je me rappelle, moi je savais du coup parce que oui, parce que on le sait, mais c'est vrai toi que tu sais tout. Voilà, je sais tout, mais je me rappelais pas que je savais plus si je crois que ça avait été dit officiellement aussi, non? Je crois pas. Non, d'accord. Je suis pas sûr. Ouais, non, mais après, bon, peut-être, j'en sais rien, tu vois. Mais il aurait fallu que je fasse une grosse vidéo pour expliquer. Là, ça me fait presque. Là, je vais pouvoir reparler. Du coup, par contre, pour le coup, je parlais, comme je l'avais pas dit, je parlais plus de titres iComics je parlais plus trop de titres iComics pour pas que quand je le dise, on me dise ah oui, mais tiens. Conflit d'intérêt. Ouais, bon, alors qu'il n'y en a pas vraiment, tu vois. Tu reçois des services presse, bon. Pas trop de conflit d'intérêt pour 16 balles, même si je crache pas dessus. C'est pas ça qui va te payer ton loyer. C'est pas ça, mais je crache pas dessus non plus. Hein. Attends, on reçoit quand même, je pense toi aussi. Moi je reçois des albums bien sûr. Voilà, il y a une époque où moi j'ai plusieurs centaines d'euros de comics par mois, donc s'il avait fallu que je les sorte, c'était compliqué, tu vois. Donc je ne crache pas dessus. Je ne crache pas dessus. Moi j'en ai besoin pour faire mon travail, tu vois. Oui, bien sûr, mais ils pourraient t'envoyer des vieux PDF. Hein. Et il y en a qui le font. Oui, il y en a qui le font. Ça dépend. De toute façon, tu demandes toujours en fonction de ce qui est disponible, quoi. Et si c'est disponible et qu'ils te l'envoient, tant mieux. Sinon, oui, tu dis, dans ce cas, envoyez-moi le PDF et puis voilà, c'est pas. Bien sûr. L'important, c'est de pouvoir, lire les bouquins dont tu es censé parler après, quoi. Sinon, ça, bien sûr, ça n'a pas grand intérêt. Non, donc ça, c'est stimulant. Travailler avec Sullivan, c'est très, très stimulant, parce que c'est un fou furieux, assez génial. Et c'est à peu près tout ce que j'ai fait dans le conflit d'intérêts, je crois. T'as été chez Snorgle aussi quand même. Oui, mais ça c'était au tout début, ça oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais j'ai jamais trop dit. Oui, c'est ce qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier de la traduction d'ailleurs, parce que c'est là que j'ai accepté les conditions de trad qui étaient pas très, c'était pas le moins bien payé, hein. Mais si tu veux, c'était pas
trop la pratique de faire ça à la facture. C'est-à-dire qu'en fait, tu niques un peu le business des traducteurs qui font ça par les organismes appropriés. Mais je voulais tellement rentrer que j'ai dit écoute, ils me cracheront dessus un petit peu, tant pis quoi. Et après, j'ai été très aidé par des mecs géniaux comme Alex Nikolaevich, pour traduire que j'aime beaucoup. Du Progressionist, non? Alors pas spécialement pour ça, mais si tu veux, il a toujours été disponible si j'avais des questions. Il m'a expliqué certains fonctionnements de certaines choses, s'il fallait parler. Enfin, il a toujours été là. Donc Alex, vraiment, voilà, ça fait partie des gens qu'il faudrait qu'ils soient mis en lumière. Si tu tends un micro à Alex, ça devient génial. Ouais, mais ça c'est aussi Alex, ça fait pareil quand je ferai le podcast avec Alex, je dirais aussi ça fait 2 ans que je te parle. Oui, non mais c'est des gens qui sont pas spécialement mis en lumière parce qu'ils travaillent sérieusement. Patrick Marcel, qui a traduit tout Sandman, qui a traduit la Voix du Feu d'Alan Moore, je crois bien, qui traduit plein de trucs, tu vois, des mecs comme ça. Des Laurent Kessy. Alors Laurent, il arrive tout bientôt dans le podcast. Voilà, parce que lui il fait du, je crois que c'est j'en parlais avec Nicolas de 404 Comics, c'est un spécialiste de Caddy qui m'a dit. Ouais, tout à fait. Et surtout de Gibson, le neuromancien, et donc il fait les nouvelles trades de ses bouquins qui sont magnifiques là, au Diable Vauvert, je crois, ou Feu. Avec les couvertures de ouf là. Ouais. Les belles couvertures. Ça commence à frapper le soleil, tu me dis, mais on est bien là. Moi j'aime bien le soleil. Bon, tant mieux. Mais donc ouais, tu vois, tous ces gens-là, ils ont pas de chaîne YouTube, ils travaillent, mais ils mériteraient d'être mis en valeur, tu vois. Donc Jérémy Manès, moi je lisais son blog qui s'appelait On en est là, où il racontait ses expériences de trad, et je crois que c'était un des premiers à le faire via des blogs, quoi. Tu peux lire les lettres de Manchette, enfin tu peux retrouver des extraits. Manchette, c'est le traducteur de Watchmen, le premier traducteur avant que son fils vienne recorriger certains trucs derrière, retraduire. Donc tu peux retrouver ce genre de trucs, mais voilà, Manès, je suis persuadé que c'est un des premiers à raconter ses expériences de trad sous forme de blog. Et je me souviens que j'avais imprimé certaines pages de son blog à l'époque. J'avais dit ça, je pense qu'il m'avait pris pour un psychopathe à l'époque. Je pense qu'en fait, oui, c'est vrai, quelqu'un qui vient te voir à Angoulême, que tu connais pas, qui te dit j'ai imprimé ton blog et je l'ai relié. Ouais. Parce qu'à l'époque, je sortais avec une meuf dans la maman, on travaillait dans un truc où tu pouvais relier des choses. Et ouais, je pense qu'en fait, ouais, il a dû penser que j'allais lui glisser un poil de pubis dans la poche ou un truc, lui faire du vaudou, tu vois. Donc ouais. Mais voilà, c'est quelqu'un que je respecte énormément, tu vois. Il a traduit Transmétropolitan, il a traduit Preacher, Promethea, et ça, je pense, ça a dû le faire transpirer. Et tu vois, Alex Nikolaevich a traduit Swamp Thing. Enfin voilà, c'est des mecs qui mériteraient d'avoir des vraies tribunes comme nous chaque semaine, ou toi chaque jour sur Comics Blog, sur First Print et partout où tu es. Mais tu vois, voilà, et c'est ça que je voulais dire en début de podcast. C'est ça que je voulais dire. Il faut pas oublier ces gens-là, quoi. Alors ça se passait comment un petit peu chez Snorgle? Ouais. Chez Snorgle, je faisais c'est-à-dire qu'en fait, il a embauché quelqu'un qui parle anglais parce que lui, il était pas trop à l'aise en anglais, le patron Eric Joly. Mais il était aventurier, c'est-à-dire qu'on peut pas lui reprocher de pas être aventurier, c'est-à-dire qu'il a misé beaucoup de fonds dans l'édition, et avec des trucs, je vais pas dévoiler des montants, des trucs, parce que il est pas là et que je sais pas s'il voudrait qu'on le dise, mais il a joué le jeu des Américains qui nous prennent pour les rois du pétrole en France, et pour rentabiliser un titre, c'est dur en France, et donc il a sorti des titres à perte, et on peut pas lui reprocher de pas avoir fait ce qu'il fallait pour sortir ces titres. Donc on négociait les droits auprès de Aftershock, puisqu'on avait décidé de faire que du Aftershock. On voulait devenir la maison officielle d'Aftershock en France. Donc on a commencé par Animosity, ils avaient commencé, c'était sans moi, Animosity, American Monster. Il y avait eu très vite Insect. Après, on avait signé Baby Thief, qui est une déception parce qu'on l'a mal vendu alors qu'on y croyait fort, et bon, je crois que le dessin très épuré de Gary Brown n'a pas aidé à convaincre les lecteurs qui l'ouvraient et qui voulaient un petit peu sélectionner leur budget. Et moi, en fait, j'ai fini par traduire, la plupart des titres, à reprendre en main Animosity parce que ça se passait un peu mal avec la traductrice d'Animosity. Donc, je me suis retrouvé en sale position à savoir, il m'a dit, est-ce qu'on la garde ou pas? Et j'ai dit, waouh, moi, j'arrive à peine, virer quelqu'un, c'est pas ouf. Donc, j'en étais un peu incapable, si tu veux. Donc, on avait continué. Bon, mais c'était toujours pas ouf. Donc, j'avais repris le titre. J'avais fait, il m'avait filé du Warren Ellis, qui était dingue. C'était en plus, c'était à l'époque où... C'était Shipwreck? Ouais, Shipwreck. C'était à l'époque où en plus, avec Phil Lester, j'ai acheté des planches. J'ai gagné 600 balles sur ça. Et j'ai dépensé 200 balles de planches. J'ai acheté 2 planches. Oui, du coup, c'était à l'époque où, ces frasques, par rapport aux meufs étaient pas encore sorties. Donc, à ce moment-là,
disais, Bien sûr, putain, bien trop bien, c'est l'auteur. Ah ouais, complètement. Il y avait pas de petites taches d'ombre, il y avait pas de petites taches noires au tableau, ça c'est sûr. C'est sûr. J'ai failli traduire Garcenis et puis en fait un jour je suis sur mes toilettes un matin, je reçois un message sur Twitter sur le compte de Snorgle d'Alex Nikolaevich qui dit bah écoutez, si vous avez besoin de moi pour traduire un titre, et je me voyais pas priver Alex d'un Ennis, donc je dis bah Jimmy's Bastard c'est pour toi. Et j'ai pu du coup travailler avec lui, avoir ses trades, le lire, enfin c'était génial. Et j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait, je sais plus, j'ai été chargé de recruter une traductrice parce que j'étais persuadé qu'il fallait une traductrice je sais que ça peut choquer certains, mais écoutez, buvez du vin. Pour traduire Insects, qui est un récit un peu chelou. Et donc, c'était super cette expérience de recruter la traductrice d'Insects. Je sais plus ce que j'ai fait. Ah oui, j'ai fait Baby Teeth, c'était cool ça. Et donc ça, c'était vraiment une période très 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 cool. Puis même sur l'événementiel, parce que tu l'accompagnais au FIBD. Ouais. Il y avait, alors je sais pas si tu t'occupais des auteurs et des autrices qui étaient invités aussi. T'avais toute cette partie-là aussi de la chargé d'auteur. Bah oui, comme tu parles anglais. Puis en plus, c'est pas un truc que tu refuses, quoi. Ah oui, j'ai fait des concours de poirier avec Paul D'Arqueta, à 4h du matin dans le kebab en face du Mercure, hein. C'est parti en poirier. Les gens d'Angoulême connaissent le Mercure. Le Mercure, moi j'ai jamais été invité formellement, mais je me suis toujours incrusté. Ça c'est très marrant ça, d'aller boire sur le compte de Delcourt. C'est génial, tu vois, d'aller finir les bouteilles de vin de Guy Delcourt. Merci Guy. Merci beaucoup. Ça et au Magic Mirror pour profiter des verres offerts par Comixology, quoi. Ça. Alors ça, j'ai jamais fait ça. Moi, j'ai toujours fait les soirées Touriol, les soirées MACMA. Alors là, par contre, aussi, ça, c'est quelque chose aussi. Ça, j'y ai vu des gens se dévoiler. Je dirais pas qui, mais j'ai vu des gens se dévoiler là-bas. On est tous transpirants. On est tous habillés, hein. Mais j'ai vu des gens se dévoiler et c'était très marrant. Dans un sous-sol pas climatisé. Donc. Ouais, c'est très bien, c'est très rigolo. Et voilà, ça c'est des expériences de dingue, tu vois. D'être avec des auteurs, des autrices, c'est génial, tu vois, d'être avec un Russ Brown. Tu vois, et puis après, c'était toujours une tournée qui était organisée où il partait d'Angoulême, il revenait un petit peu sur Paris, une dédicace à Paris, en Belgique, soit à Toulouse des fois, il me semble. Et puis après, il revenait à Marseille. Donc après, tu leur faisais visiter Marseille, je les menais exactement où tu te tiens là. Et c'est génial, tu vois, André Bressan. Enfin, je me suis fait des gens avec qui je communique encore régulièrement. Je dis pas que c'est des potes parce que ce serait mentir, tu vois, de faire croire que tout le monde est un pote. Ouais, mon pote, non. Mais par contre, dès qu'il y a une petite annonce, tu vois, voilà. Et des fois, on m'envoie des planches, tu vois, et je me régale. C'est trop bien. Je te parle, on m'envoie des planches en photo. Hein. Mais André m'a offert une planche. André m'a offert une planche. Sur des originaux toutes les semaines comme ça. Tiens, une planche. Voilà, sympa. C'est mon pote, c'est mon gars sûr. Je dis, hey, je vais l'envoyer à Cédric Etienne. Hein. Alors, c'est plus dans l'accent brésilien. Je vais l'envoyer à Cédric, tout bien. C'est ça. Qu'est-ce que je veux dire aussi? Oui, et puis, à force aussi de faire ces vidéos et au fait que ta, on va dire, popularité a cru. Ah, bah, attends. On me connaît dans tout Marseille. J'ai pas soulevé tout Marseille parce que je suis pas comme toi. Je respecte un petit peu les femmes quand même. Mais c'est un running gag qui n'a aucun sens. Mais qui va tenir, je le recraserai au moins encore une fois avant la fin de l'enregistrement. Mais oui, non, après popularité, ouais, c'est dans le petit milieu. Non, mais parce que t'as gagné, enfin je sais pas combien t'as d'abonnés sur 40 737, j'ai pas vérifié depuis 3 minutes. Voilà, donc 40 737. Non, je sais pas, dans les plus de 40 000, quoi, 42, 44, je sais plus. Voilà, mais parce que t'es venu aussi faire des conférences, je veux dire, pour des festivals, pour la Comic Con Paris aussi à l'époque. Je me rappelle que, toi, quelle dinguerie, ça. Toi, tu faisais les, j'étais plus chez Marvel et toi, t'étais chez DC. Et on s'était pas battu nul, là, cette fois. Non, du coup, toi, t'étais avec Bermejo, toi, t'étais, non, ça, nous, on avait fait Batman avec Bermejo, Brian Azzarello et tout ça, et Injustice avec Tom Taylor, pendant que toi, tu faisais Thanos avec Jim Starlin, quand même aussi. Avec Karen Gillan aussi. Le panel était dingue. Ouais, ça, c'est Panini qui a eu ça, j'étais embauché par Panini pour le faire. Et Jérémy Briam qui a eu la très, très bonne idée de faire sur, Jérémy Briam, je fais un gros bisou aussi. Parce que c'est un vrai gars sûr aussi. Oui, j'ai fait le Roy Thomas, il m'a filé le Donny Cates aussi, donc qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire rémunérer en plus? Bah voilà, là donc tu donnes ton max, quoi. Tu donnes ton max. C'était pas trop impressionnant, de faire Jim Starlin. Il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Non, mais en plus j'adore ça. Mais si c'était tellement impressionnant que j'avais préparé un mois à l'avance, voilà, je connaissais la vie de Jim Starlin par cœur. Je savais ce que faisait son père. Je savais que tu avais soulevé sa mère. Voilà, non, je savais. Coucou Jim. Mais elle était marseillaise, hein, sa mère. C'est de malade.
Non, oui, c'était très impressionnant, mais du coup, pour combler ça, tu travailles, quoi. Et tu vois, et le plus impressionnant, c'est de traduire en direct. Parce que là, t'as pas le droit de te louper. Ah ouais, ça. Parce que dans la salle, il y a la moitié des gens qui parlent anglais. Hein. Donc, si tu cales, la moitié des gens qui te voient déjà caler. Et voilà. Et puis, c'est de la traduction en direct. C'est un des exercices les plus difficiles et en même temps les plus jouissifs qui soient. Des fois, je m'amuse à le faire, rien que sur des vidéos, je m'amuse à le faire, tu vois, pour essayer d'améliorer la rapidité. C'est que, en plus que plus la personne est importante, plus enfin, moi, c'est quand j'ai dû faire de la trad, du coup, pour Chris Claremont et Bruce Timm à Toulouse. Intérieurement, j'étais Tu stressais plus pour Bruce Timm ou pour Chris Claremont? Franchement, les deux, c'est équivalent quand même, quoi. Dis-le maintenant, allez, tu t'en battais les couilles de Claremont. Mais non. Par contre, Bruce Timm, c'était plus dur parce que Chris Claremont, je l'avais demandé un peu en amont, parce que je savais que c'était un gros bavard, quoi. Et je lui avais dit, prends des pauses. Et du coup, il a super bonnement joué le jeu, où il faisait des phrases courtes pour que je les traduise directement, et c'était super fluide. Bruce Timm, je l'avais dit aussi, ils s'en battaient les couilles. Ouais. Du coup, il faisait des phrases de 5 minutes. Moi, j'interromps. Et en fait, le truc, c'est que quand t'as la phrase de 5 minutes, en fait, tu l'as dans la tête, et puis au moment il s'arrête, enfin. Ah, mais non, et là, tu te dis, merde, il a commencé par quoi? Enfin, t'as seulement genre, et parfois et là, c'est vraiment, et là, c'est l'angoisse, quoi. Moi, je me souviens d'avoir dérivé. Et alors, pour tout ce qui est, pour Roy Thomas, pour Jim Starlin, j'étais pas tout seul à la Comic Con, j'étais avec le community manager et un responsable éditorial aussi de chez, parce qu'il est responsable éditorial quand même, il fait de l'édito. J'étais avec Aurélien Viviès. Ah ouais, cool. Et donc il était là, on était en binôme, tu vois, donc déjà c'est plus rassurant. Ouais. Et je me souviens pour Roy Thomas qu'à un moment mon esprit a divagué et en fait je n'écoutais plus. Et je me souviens qu'Aurélien a pensé que j'allais la prendre. Et en fait quand il a fini, j'ai vu Aurélien me regarder et j'ai dit non, je l'ai pas là. Et en fait Aurélien l'avait parce il l'avait, quoi. Donc mais c'était rigolo, tu vois. Après tout le reste ça s'est bien passé, mais c'est très marrant. Non mais après voilà, je me rappelle avoir été très impressionné et m'être senti tout petit quand j'avais pu aller au salon du livre, puisque mine de rien le salon du livre est l'un des derniers à avoir eu Alan Moore à Paris en visio, certes. Ouais. Ça, tu sais, comme j'étais fou, je suis allé au salon du livre, j'avais réussi à faire inviter mon meilleur pote. Donc en fait, mon meilleur pote, je le saoule avec Alan Moore et tout. Je dis, tu vas voir sa barbe et tout. Et je vois qu'ils sont dans la régie et qu'Alan Moore en visio, il est là, il attend, tu vois. J'étais à deux doigts de rentrer je te jure, je me suis vu faire des dingueries. Je me suis vu rentrer et dire hello. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as 30 ans, espèce d'enculé. Tu vois, je me suis vu faire ça. Et il fumait son gros spliff en plus. Il était là, il était trop posé. Et je me suis dit, il est là. Tu peux y aller, il est là, la régie, elle était ouverte. Et je me suis dit, après, tu vas passer pour un fou furieux. C'est pas ouf, tu vois. Mais je me suis vu le faire. Je me suis vu le faire et j'étais comme un fou. Et j'étais très impressionné par la traductrice qui prenait des notes. Mais alors avec l'anglais d'Alan Moore, donc vraiment voilà. Oui. Elle prenait des notes, elle le laissait finir. Et c'était clair, c'était limpide. Je connais pas son prénom à cette traductrice. Mais c'est ce genre de moment où tu prends des leçons comme quand tu es petit et que tu regardes le plus grand cabaret du monde. On n'a pas eu la même enfance non plus. Bah oui, toi, tu t'étais trop occupé à soulever des Marseillaises. C'était exprès que je l'ai fait, ça là. Je t'ai mené dans ce petit piège. Tu m'as complètement piégé. Mais justement, t'aimerais le rencontrer en vrai, Alan Moore? Oui. Ouais, vraiment. T'as pas du Don't Meet Your Idols, t'as pas la peur de ça un petit peu? Ben, alors, qu'est-ce que tu lui dirais? Fuck me. Right now, right here. Merci. Non, je sais pas, non. Pas juste merci. Non, tu vois, Surtout non, mais en vrai, j'ai un plan. En vrai, j'ai un plan. Il veut plus parler de ses comics, hein, de toute façon. Si, il en parle encore. Il en parle encore. Il parle encore de ses éditeurs. Il en a parlé sur la BBC, parce qu'il l'avait payé, la BBC. Ouais, ils l'ont payé, donc. Mais s'il faut lui filer un petit pound, je lui file un petit pound. Arnaud, tu m'as pris pour qui? Je suis pas un crevard. Merde. Non, mais tu vois, non, mais je sais pas. Enfin, en plus, c'est un trip il y aura peut-être un jour où ça se fera. C'est un trip, on a un trip, mais ça, je préfère même pas en parler parce que ça se fait pas, je vais être déçu. Mais on a un délire. On a un délire avec un pote à moi en particulier. On a un délire où on a un plan. Mais non, mais après voilà. Partir à Northampton et d'aller sonner chez lui, quoi. C'est la seule manière de le faire, mais avec d'une certaine manière. Pas nu. Mais non, mais après Never Meet Your Idols, c'est en fait, faut juste pas entendre parler de tes idoles en fait. Moi, c'est quand j'ai jamais trop rencontré d'idoles, mais il a failli venir Garth Ennis à la Comic Con, tu vois. Et depuis, j'ai parlé avec des collaborateurs de Garth Ennis. Alors, il y a pas de dinguerie, si tu veux. Mais professionnellement parlant, c'est pas bon, ben voilà, c'est un scénariste star. Donc, il se comporte un petit peu, voilà, de la même manière que Mariah Carey est une diva. Ça peut être un peu une diva, tu vois. Mais ça, c'est jamais lui qui me le dira. Donc, c'est pas Never Meet Your Idols, c'est Never Meet Your Idols collaborators. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas trop parler avec eux. Après, voilà, faut pas écouter. Enfin,
mais je pense pas qu'il y ait de. Alan Moore, on m'a expliqué récemment que ouais, il avait peut-être fait des petites puteries des fois, mais bon, déjà, qui n'a jamais fait de puterie dans sa vie, qui n'a jamais été faible à un moment. T'as vu comme je le défends. Ouais. Et il y a rien de tel. Enfin, il a jamais violé personne. En tout cas, bon, on verra quoi. Mais il faut jamais trop le dire quoi. Mais bon, on verra. Mais il me semble plutôt sain quoi. Si tout le monde était comme lui, je pense que l'industrie serait plus saine. Non, mais c'est vrai qu'il a eu des trucs qui sont sortis par rapport au fait qu'il a plus mal se comporter avec des collaborateurs sur un. Et que quelques-uns. Quelques-uns sur apparemment c'est pas pour ça, mais c'est dire que c'est de la même façon que en fait tout le monde parle par exemple de Robert Kirkman en disant ouais, Walking Dead, Invincible, tout ça, alors qu'il a aussi eu des procès pour avoir a priori essayé d'enfler ses collaborateurs principaux sur Walking Dead et sur Invincible, et au final t'as toujours cette part, et en même temps le nombre de collaborateurs qu'il a mis bien. S'il avait baisé tout le monde quand même, moi j'ai toujours une admiration profonde pour les gens qui savent refuser de l'argent. Et je te parle de grosses sommes d'argent, parce que ni toi ni moi, là, si je te sors maintenant dans les calanques de Marseille, on est à Calelongue, je te sors 1 million d'euros, là, je te le mets là. Je te dis, écoute, ouais, t'aimerais bien, non, mais il y a une contrainte, il y a un truc, donc soit je te fais signer un contrat, et tu vois, être capable de refuser des mecs comme Dave Chappelle, des mecs comme Bill Watterson, des mecs comme Alan Moore. Pas Nicolas Sarkozy, ça c'est sûr. Dès qu'il voit une manette, il la prend, lui. Mais ce genre de mec-là, je les admire. Tu vois, un mec qui est capable de refuser des peluches de Hobbes, alors que c'est de refuser de faire des peluches de Hobbes, alors que le plan marketing est tracé. Ta BD, c'est sur une peluche qui... Ah, c'est beau. Qui a toujours refusé de faire des dessins animés. Ça me fascine. Alan Moore qui est capable de dire, écoutez, ça ne me plaît pas ce que vous avez fait de Watchmen, vous avez rien compris, ça me plaît pas ce que vous avez fait de From Hell, ça me plaît pas ce que vous avez fait de la Ligue. Ben, je reversais les droits à mes collaborateurs. Il y a des collaborateurs qui sont réveillés plus contents que ceux de Mark Millar, qui a beau écrire les comics qu'il écrit, mais qui lui est tout à fait réglo avec ses collaborateurs. Non, j'ai parlé avec quelques-uns, ils disaient, tu sais, quand on se réveille avec 5, 6 chiffres, d'un coup comme ça, parce qu'il a signé un deal qu'il pouvait pas nous en parler avant. Et voilà, ça c'est des mecs propres. Ça c'est des mecs propres. Et ben là, j'ai l'impression qu'Alan Moore, il a fait plus d'heureux que de mécontents. Alors je dis pas que c'est grave, enfin même s'il a fait qu'un seul mécontent, ben c'est pas bien, je lui taperai volontiers sur les doigts, c'est ce que j'irai faire. J'irai avec une grosse règle en mode pensionnat de Sarlat, là, comme l'émission à la con sur M6, j'y ferai faire des pompes en lui tapant sur les doigts. Voilà, bon. Il fera oh it hurts. Voilà, exactement. Mais justement par rapport à ça, enfin pas par rapport à ça, mais je veux dire, on parle d'argent, justement de pas avoir fait de peluche, donc il y a pas encore de peluche commis des comics, mais pas encore. T'as été contacté quand même depuis maintenant. Tu t'es contacté régulièrement ou pas par des alors j'ai été contacté, des studios, des marques. Non, j'ai été contacté. J'ai refusé Red Shadow Legends, j'ai refusé NordVPN, j'ai fini par ne pas faire du The Boys pour Amazon, alors qu'en fait, bon, c'était dommage parce que j'aurais dû me filer 500 balles. Ouais, mais The Boys, c'est génial, hein, j'adore. Mais le fait que ce soit sur Amazon, ça me fascine quand même. Le fait que ce soit Amazon qui produise une satire comme ça, je trouve ça assez fascinant, et c'est ce que j'ai toujours pensé que... C'est du satirception, quoi. Ouais, voilà. Le capitalisme se ravale toujours, même la critique, elle la ravale et elle en fait quelque chose de bien. Donc c'est bizarre. Et j'avais fini par pas la faire, mais pas que... J'avais accepté à la base, donc il n'y a pas de chevalier blanc, mes couilles. Non, j'avais accepté de prendre les 500 balles d'Amazon pour le faire. Et au final, ça avait un peu traîné. Et je crache pas sur 500 balles, hein, attention, hein, que ça soit clair. 500 balles, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Mais finalement, j'avais dit non, non, voilà. Mais j'avais accepté, donc il n'y a pas de position morale de ma part. Je pourrais faire la morale à personne. De toute façon, il n'y a pas de problème. Sauf à toi, Romain, arrête avec les Marseillais. Arrête. Allez, lâche-les. Et comment ça se passe du coup pour toi dans le YouTube comics français? Quel est ton point de vue un peu sur cette... C'est un aspect assez particulier, je trouve, du milieu comics en France, en fait. Parce que t'as comics en France. Je t'ai dit, moi, je suis dans ma course de fond, donc je calcule pas trop les autres. En revanche, je sais qu'il y en a qui font des très très belles choses, notamment un mec comme NG Comics. Je crois que tu as été chez lui d'ailleurs. Ouais. NG Comics, tu vois ce qu'il fait, de l'interview, de fond, c'est cool. J'ai vu qu'il y avait un type qui s'appelle Style Video Comics ou un truc comme ça. Je suis désolé, j'écorche les noms parce que malheureusement, voilà, ça c'est du vrai. Ça pour moi, c'est malheureusement, je regarde pas parce que j'ai pas le temps. Mais le peu que j'ai vu, voilà, c'est cool. Il y a des mecs qui font des threads sur Twitter, mais rien que des threads sur Twitter, tu vois, sur des comics, c'est cool. Des vidéos, c'est cool aussi. Donc tous les mecs qui parlent de comics, de toute façon, écoute, je m'en fous de les rencontrer, pas de les rencontrer. Il peut y avoir des sacrés connards, mais en tout cas, ils parlent de comics et c'est très bien.
Ils font lire, c'est très bien. Donc, il y a que des potes. C'est-à-dire que toi, t'estimes que de toute façon, voilà, c'est ça, c'est que, en fait, tant que ce sont des gens qui parlent de comics, au final, qu'importe, parce que, par exemple, mettons, demain, il y a un mec qui s'appelle, Arnie, Kuko, qui se lance, et qui fait un JT des comics comme ça, tu vois. Et bizarrement, tu vois, il fait exactement le même truc que toi, mais en plus, il imite ton accent marseillais, en plus. Et il fait des blagues aussi. Tu veux dire qu'il imite l'accent marseillais parce qu'il l'entend beaucoup sur l'oreiller, genre. Exactement. D'accord. Ce genre de choses. Et là, tu dis quand même, ouais, vas-y, c'est cool, c'est pas grave, ça fait un mec de plus qui parle de comics. Oui. Non, il y a eu une époque où je t'aurais dit, non, enfin, ça m'aurait fait chier. Il y a une part d'ego, mais là vraiment, ouais. Si tu veux parler de comics, je regarde presque plus mes stats. Là vraiment, je suis ailleurs. Je te jure, il y a une époque où, je me rappelle, en plus, c'est un personnage un peu controversé. Thomas Rivière s'était mis à faire un JT. Ah ouais? Ouais, il avait fait un JT et c'était super bien produit. Il avait payé un mec et putain, c'était classe. C'était vraiment classe ce qu'il a fait. Et les gens de suite. C'était en quelle année? Je sais plus, avant le Covid. Ok, d'accord. Je sais plus. J'avais même pas suivi ça. Donc Thomas Rivière, qui est le dirigeant de Original Comics. Qui a une boutique à Paris. Qui a travaillé chez Glénat. Voilà, qui est un personnage. Qui aime beaucoup Humberto Ramos. Et aussi c'est un pote à lui. Ouais, il aime beaucoup les trucs des années 90s, un peu, les trucs. Il aime les nichons, voilà, allez, disons-le. Voilà. Et c'est un personnage un peu controversé dans le milieu. Ouais, moi, il m'envoie des fois des titres, on était en contact, tu vois. Et les gens de suite ont antagonisé. Mais il est très antagonisé, par contre, vraiment. Ben ouais, mais alors qu'il n'y avait pas forcément. Et même par des gens qui ne le connaissent pas, mais qui vont juste. Suivre, en fait, une forme de mythologie générale sur le personnage, quoi. Après, je t'avoue que moi, personnellement, j'ai jamais eu de bon contact avec lui, particulièrement, quoi. Ah ouais? Alors qu'on se connaît pas, mais voilà. Ben c'est ça, en fait, il faudra aller voir, en fait. Moi, j'ai toujours dit que si je montais à Paris, j'irais voir son shop, mais je sais pas exactement où il est. Ah, ça me dit quoi, parce que du coup, par contre, il y a un de ces libraires qui m'a invité pour faire une table ronde sur Georges Pérez très peu de temps après. Mais je sais pas s'il est tout le temps dans sa boutique, je sais pas. Et du coup, non, il est pas tout dans la boutique. Par contre, la boutique en question, elle est plutôt jolie, quoi. C'est grand, quoi. Surtout qu'ils ont un truc comics et un truc manga qui sont assez. C'est grand, quoi. Donc je te dis pas que ça m'avait pas fait un petit truc, mais en plus, après quand j'ai vu les gens antagoniser, je me dis non, c'est mauvais. Donc je m'étais un peu mis en retrait et j'étais intervenu juste parce qu'il avait dit qu'il connaissait pas mon format, alors que moi je peux voir qu'il me regarde. Et il y avait eu 7 ou 8 heures de visionnage sur ma chaîne, quoi. Mais après, il avait dit que c'était employé, mais je m'en fous, vraiment, je m'en fous. Et ça peut être vrai, en plus. Il s'en bat les couilles, lui, il a des trucs à faire, quoi. Il fait pas que ça. Je sais que c'est un des héritiers de Saint-Exupéry, en plus, donc il gère des trucs, bien plus importants qu'un JT comique, quoi, le Petit Prince, quand même. Donc, c'est pas un des héritiers, mais je crois qu'il est en union avec des héritiers. Mais voilà, donc il gère c'est possible en fait que ça soit c'est possible et je m'en fous et je vais même pas aller voir, quoi, tu vois. Et après je sais aussi ce que ça coûte de faire un JT par semaine. Et il y en a eu qu'un JT sur Original Comics. Alors que c'était bien produit, hein. Putain, sincèrement, ça m'avait presque donné envie de faire, quoi. C'était très très américain, c'était beau, c'était vraiment beau ce qu'il avait fait. Je crois qu'il y avait eu aussi il y avait eu SN Parrot qui avait essayé de faire je crois qu'il avait fait des compiles de news aussi, mais voilà. Mais après, moi, le JT m'appartient pas, quoi. Merde, je l'ai volé à Jean-Pierre Pernaut, qu'il a lui-même volé à je sais pas qui. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, en fait. Parlez de comics, faites lire des comics, vraiment. Et là, je le dis vraiment sans aucune. C'est sincère là, vraiment. Je te dis pas qu'il n'y a pas une petite part d'ego, mais là, vraiment, elle est minime. Elle est minime. C'est-à-dire que si demain tu lances un JT, c'est un peu ce que tu fais. Enfin, tu es un petit peu journaliste comics, donc quand il y a des news, tu fais de la news. Voilà, non, ça me dérangera pas, au contraire. Invite-moi une fois en caméo. Mais non, c'est à moi de venir en caméo dans tes JT, du coup. C'est vrai, là, ouais. Maintenant, je t'en dois une, c'est vrai. Maintenant, je t'en dois une. Mais des fois, tu apparais, tu sais, des fois, je dis, quand je parle de chiffres, comme je sais que tu es beaucoup plus dans les chiffres que moi, et que tu décortiques. Je vois que tu mets pas des screens de Comics Blog sur ce truc. On m'avait envoyé aussi, même pour faire en disant, ah, regarde, le commis, il a parlé de toi, là, il a fait l'article là-dessus, quoi. Et qu'est-ce que je voulais te poser aussi comme question? Bah ouais, mais comment tu vois un petit peu l'avenir alors sur ta chaîne, sur l'évolution de choses, parce que on sait aussi que le comics techniquement ça évolue peu. Ça évolue peu en France, mine de rien. Ouais. Donc comment aussi est-ce que toi tu te positionnes à être du coup un infotainer dans un milieu qui finalement n'a pas encore, je dis encore dans une pointe d'optimisme, mais qui n'a pas encore réussi son décollage au final par rapport à, pour moi, la phase de décollage, c'était quand même 2012-2013 dans le post-Avengers et Man of Steel, quoi. Et au final, cette phase-là ne s'est pas concrétisée dans mon sens.
Donc comment est-ce que tu te vois un petit peu évoluer aussi de ton côté? Est-ce que tu te dis il y a moyen de croître plus? Est-ce que tu en as envie? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu réfléchis? Croître, oui, enfin croître, j'aimerais, parce que j'ai quand même je reçois des commentaires de gens qui disent soit qu'ils ne lisaient plus, soit qu'ils ne lisaient pas. Il y a des gens qui m'écoutent sans lire des fois parce que simplement ils trouvent ça marrant et tout, et j'espère qu'un jour ils s'y mettront. Bah ouais, tu vois. Moi en fait dans ce milieu, ce qui me fait de la peine, c'est les titres, c'est le système d'édition qui est en train de malheureusement de peut-être un peu péricliter. Où il faut acheter des titres, il faut les sortir. Et parfois les gros éditeurs les sortent un peu, ne défendent pas très bien leurs titres parce que c'est noyé dans un catalogue d'autres titres. Ils en sortent 50 par mois, c'est compliqué de les défendre, quoi. Eh ben moi je pense surtout au mec qui a transpiré sur sa planche, qui a fait des nuits blanches, ce que ça lui a coûté en termes de vie familiale, en termes de vie sociale. Et sincèrement, hein, ça peut faire le mec. Non, je te jure que j'y pense parce que j'ai des potes. Enfin, j'en connais maintenant des dessinateurs, donc je les vois travailler sérieusement et je me dis putain, alors c'est génial qu'un gros éditeur français, qu'un Delcourt, qu'un Urban ait acheté leur truc des 10 000 balles plus, enfin j'en sais rien. C'est génial, mais qu'ils en vendent 400 exemplaires. Alors qu'un petit éditeur qui peut-être aurait mieux travaillé le truc parce qu'il a moins de titres, donc forcément, hein, c'est sûr que si tu as 50 enfants par mois, tu peux pas les soigner tous, tu peux pas te rappeler les prénoms de tous déjà. Tu le sais, toi, avec tous les Marseillais que tu as enfantés. Mais le petit éditeur, il va en prendre soin et il va forcément donner plus envie de le lire. Donc, il y a des indés qui font des milliers de ventes, alors que c'est rare. Il y a les milliers de ventes sur des indés, c'est rare. Et ben là, je suis content pour le mec qui a travaillé dessus, tu vois, le coloriste, l'encreur, s'il y a un encreur, le dessinateur, le scénariste. C'est des heures de taf. Et ça me fait chier. Alors, c'est peut-être pas du tout ta question. Parce que tu me parlais de mon avenir à moi. Moi, j'en sais rien. Moi, je vais continuer à faire un petit JT. J'espère arriver à faire des formats de fond. On verra si ça explose ou pas. On verra. Si je veux vraiment exploser, je sais très bien ce qu'il faut que je fasse, que je parle de ciné ou que je recommence. Mais vous souvenez-vous avec du lourd, du racoleur. Et j'ai ce qu'il faut, du sale. Voilà. Faut que ça saigne. Tu penses pas qu'en 2022, ça risque de plus passer? Mais attends, en 2022, tu as vu tout ce qui se passe. La satire, c'est plus difficile de faire de la satire que de vivre dans un monde satirique. On vit dans un monde qui est satirique. Donc, bien sûr que ça va passer. Et moi, je pense j'ai horreur de ceux qui disent qu'on peut plus rien dire. Gna, on peut plus rien dire. Si, on peut tout dire, mais faut le dire avec une certaine forme. Ah, c'est sûr que si tu arrives et que tu veux faire un spectacle d'humour en disant, je sais pas, en disant des dingueries, mais qui sont pas drôles, juste pour dire, regardez, on peut plus rien dire. Ah bah oui, moi aussi, je vais commencer à dire violon des enfants. Ben non, c'est pas drôle, mec. Donc non, tu peux pas le dire parce que c'est de l'humour et qu'il y a un cadre de l'humour et qu'il faut que ça soit drôle. Donc tu dis violon des enfants s'ils sont pas sages. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et je me désolidarise de ce podcast. Non, mais enfin bon, on peut tout dire. Tu vois, alors on n'est pas encore au niveau des États-Unis, mais tu vois, les gens ils aiment rire d'eux. Il y a pas de communauté plus. Alors oui, forcément, peut-être les communautés ultra religieuses sont peut-être un peu moins dans l'autodérision, mais même les religieux, peu importe, les juifs, les musulmans, les cathos, les protestants, les bouddhistes, ils aiment rire d'eux. Tu regardes un mec comme Kéron, tu regardes un mec comme Redouane Bougueraba qui vient de Marseille. Ils font rire. Alors c'est pas des roasters à l'américaine. À l'américaine, pour les Américains, on est des bébés. Hein. Le roast à l'américaine, c'est du très très lourd. Mais c'est voilà. Après, pas tout le monde aime l'humour. Mais pas tout le monde aime le paddle, pas tout le monde aime, donc ce qu'on n'aime pas, on le fait pas ou on n'y va pas, tu vois. Donc je pense qu'on est dans une période de transition où la sensibilité est très haute parce qu'il y a eu des abus, il y a eu et que d'ici 10-15 ans, ça va se régler, tu vois, et qu'on pourra encore on peut rire de tout, ça c'est clair et net, mais forcément tu vas pas rigoler du meurtre d'un nourrisson avec quelqu'un qui vient de perdre son enfant qui est nourrisson, quoi. Mais ça c'est de l'empathie de base, quoi, en fait. Et quelqu'un qui vient de perdre un nourrisson va pas aller dans un spectacle d'humour qui parle de tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que c'est ça. Donc je pense que je pourrais faire les titres que je vends, et sinon je ferai les titres que je vends en 2022. S'il faut se prendre c'est pas grave, on prendra des trucs, mais je suis pas assez important pour ça, en fait. Qu'est-ce que ça fout que je fais une petite vidéo sur Batman? Je trouve pas, enfin justement parce que tu fais partie actuellement des personnalités importantes dans ce petit milieu ridicule. Toi aussi, oui, mais moi Corentin aussi, bisous Corentin. Mais on se met pas en scène comme toi, tu vois. On a un travail sur lequel en fait l'étiquette médiatique passe techniquement avant, c'est-à-dire qu'on connaît Comics Blog, on connaît First Print, et donc les gens après nous identifient parce qu'on est derrière ces médias, effectivement. Mais toi, il y a une personne. First Print, plus que sur Comics Blog, tu fais quand même peser un peu plus de subjectivité sur First Print que dans Comics Blog, sauf dans tes éditos. T'es plus Arnaud Kikou sur First Print. Enfin, tu peux plus mais parce que ça m'appartient. Ben voilà. Alors que Comics Blog ne m'appartient pas. Et que, pas encore.
Pas encore. Attendez 2 ans, les potes. Attendez 2 ans quand il sera. Tu sais, ça prendra tellement plus de temps à devoir gérer des trucs. Je suis pas sûr d'avoir envie que le truc m'appartienne. Donc, toi, il y a un truc dont c'est moi qui vais te poser une question. Là, parce qu'il y a un truc que tu as fait qui me fascine. Il me hijack mon podcast. Ben, encore heureux. Attends, tu as hijacké Marseille, toi. Ce que tu as fait pour Invincible. C'est-à-dire que tu as taffé dans un domaine où j'adorerais taffer. Alors, tu n'as pas fait de la traduction, mais tu as supervisé la traduction des sous-titres, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je devais surtout vérifier. Enfin, c'était pas très compliqué, quoi. C'était que j'avais tout le script des épisodes d'un côté, on va dire sur ma droite. À gauche, le script entier des épisodes? Ouais. Oh, quelle dinguerie. Et enfin, les scripts des dialogues, quoi, je veux dire. Ouais. Et à côté, à ma gauche, bah, j'avais les comics traduits en VF, donc par Edmond Toriol. Et je devais m'assurer que tout ce qui était sur ma droite correspondait avec ce qu'avait fait Toriol sur la droite. D'accord, donc t'es pas intervenu sur la trad des sous-titres. Il y a eu certains termes, par contre, quand il y avait des termes qui n'étaient pas présents, parce qu'il y a des personnages qui ont été rajoutés qui n'étaient pas dans la BD forcément. Là, c'était à moi de trancher en disant est-ce qu'on le francise ou pas, est-ce qu'on le laisse en anglais ou pas, ce genre de choses là, tu vois. C'est pas une expérience de dingue. Il y avait quand même quelques petits endroits, voilà, qui étaient très ponctuels, mais quelques petits endroits où je devais prendre la décision en disant il faut faire ça ou il faut faire ça. Gros respect Arnaud, parce que ça vraiment, moi, comme je t'ai dit, j'aime bien, enfin, je te l'ai dit avant le podcast, j'aime bien j'aime bien les mecs comme les écrivains comme Thomas Harris, comme Ed Brubaker. Ces mecs, en fait, qui écrivent au scalpel. C'est-à-dire qu'ils te disent en 2 mots ce que d'autres prennent 20 à te dire et qui te le disent mieux en 2 mots parce qu'ils ont l'art de la synthèse. Des Mignola, voilà, en dessin, c'est Mignola. Et je trouve que l'art du sous-titre, c'est peut-être l'art le plus synthétique qui soit parce qu'il faut. Je connais pas les règles malheureusement, mais je crois que l'esprit humain ne peut pas enregistrer plus de tant de mots par seconde. Donc c'est très très cadré, très très régulé. Et j'aimerais traduire un roman, un petit peu comme fait d'ailleurs que j'embrasse aussi Benjamin Viette, qui traduit certains romans, qui est chez Macma, le studio d'Edmond Toriol, mais qui traduit très bien. Il fait des trucs chez Panini aussi. Il a fait toute la Dracula, l'Omnibus, c'est lui. Et traduire des sous-titres, tu vois, pour avoir les deux trucs. Dans les jeux de société, Benjamin Viette, il a fait aussi le Marvel Horror Omnibus qui arrive bientôt, là. Voilà. Dinguerie, quoi. Ah non, le fait qu'il a fait tout ça, là, putain, c'est... Ah, mais il a verrouillé l'univers d'horreur. À Halloween, c'est lui que Panini appelle, toujours. Coucou, tu te déguises en quoi? On a des citrouilles pour toi. C'est ça, c'est ouf. Mais tu vois, c'est vraiment 2 écarts que j'aimerais. Alors, en jeu de société, j'ai déjà fait un petit peu de trucs où j'avais de la place, des traductions où j'avais de la place, parce que je traduisais la partie application. Il y avait une application compagnon d'un jeu qui s'appelle Destiny ou Destinies, je sais plus. Et donc là, j'avais de la place, quoi. J'étais pas limité par une bulle ou par une carte de jeu, tu vois. Donc, mais un roman, ça me plairait. Et je dis pas que dans un roman, tu as trop de place non plus, hein, mais ça me plairait. Et des sous-titres, ça me plairait parce que ça apprend la synthèse extrême, quoi. Donc, c'est pour ça que je voulais t'en parler. J'ai oublié de t'en parler en live. Et oui, d'ailleurs, en fait, parce que tu disais sous-titres, en fait, c'était pas pour les sous-titres, mais c'était pour le doublage VF, en fait, quoi. C'était avec les comédiens après, et après, c'était des questions de aussi comment ça se prononce, quoi. C'est que par exemple, Cecil Stedman, est-ce que tu le prononces dans la VF Cecil Stedman ou est-ce que tu fais à l'anglaise Cecil Stedman, tu vois? Et c'est des trucs très cons comme ça, en fait, auxquels tu penses jamais. Et du coup, pour le coup, bah, j'ai dû aller voir Edmond en lui disant, bah, du coup, toi, quand tu vu que le nom est resté, enfin, comment tu le dis dans ta tête, vraiment? Et il me dit, bah, moi, j'ai toujours appelé Cécile, quoi, et pas Cecil. Et c'est des trucs je pense que ça passerait jamais. Enfin, bah non, mais en même temps, mais le truc c'est que la question se pose à un moment, tu vois. Et à un moment, il faut trancher. Et il y avait eu des trucs comme ça parfois avec avec certains personnages ou comment ça se prend tout ça. Non, faut le dire à la France, faut le dire avec un accent français parce que sinon ça va faire trop bizarre. Bah oui, bien sûr. Sinon tu te mets, on n'est pas des Québécois. Hein. Au Québec, c'est autre chose, c'est un autre délire. Non, mais ça doit être une belle expérience. C'est peut-être un jour, je sais pas. Je suis pas trop réseauteur aussi. Il faudrait peut-être plus que je réseaute, que j'aille m'asseoir sur les genoux. Il y a pas de réseau, hein. C'est le mec qui a fait une recherche comics Invincible peut-être, qui est tombé sur le site et qui m'a contacté après, quoi. Bon, ok, faut que je mette plus de vidéos. Je veux traduire des sous-titres, appelez-moi. Non, mais après ça, tu peux écrire directement aux boîtes. Oui, non, mais on verra. Non, mais après, il doit y avoir des gens. Mais c'est vrai que traduire des sous-titres, ça me plairait beaucoup, quoi, pour la synthèse, quoi. Parce que des fois, je vois des horreurs, moi qui me plaisent pas, et des fois je vois des vraies fulgurances. Des fois je me dis putain, il a transformé en ça, il a modulé en ça, c'est du génie. C'est trop bien. Ça se développe un peu la marque Comier des Comics? Non, mais attends, mais tu parles mais t'es ouf, toi. Tu veux faire du produit dérivé, tu fais pas, non, mais parce que mais t'es un gueudin, toi. Mais t'as fait des prints, hein, déjà, avec. J'ai fait des prints, j'ai réussi, en fait, à faire
quand je suis invité en festival, en fait, je demande à ce qu'on me paye, et c'est souvent Bruno Bessadi, pour faire un print que j'offre en festival, mais j'ai pas prévu de vendre. Les gens, ils ont plus d'argent en plus. Non, je vends pas. Moi, je suis pas un marchand. Alors, s'il y a des boîtes qui veulent faire des partenariats, alors, appelez-moi. Pas Red Shadow Legends, oubliez-moi. NordVPN, oubliez-moi aussi. M'emmerdez pas. En plus, ça a l'air nul ce jeu, Red Shadow Legends. Je sais pas, j'ai jamais joué. Je sais plus, mais je fais vas-y, mais j'ai jamais joué. Par contre, voilà, si la Warner veut m'appeler pour faire une soirée sur Gotham Knights, appelez-moi. Là il y a un truc à faire et là on vous fait du délire, mais non, après non, la marque elle se développe pas, il y a pas de marque en fait, il y a pas de. C'est donc t'as zéro pas scrupule, mais t'as pas, enfin tu t'en fous de faire des partenariats quoi. Enfin ça c'est s'ils sont justifiés, non, moi pour moi tous mes partenariats ont été justifiés. Non, c'est souvent un truc qui peut un peu poser des problèmes. Ouais, mais non, moi j'ai jamais eu de problème. Enfin, en tout cas, les gens qui m'écoutent ont toujours, m'ont jamais dit vendu ou quoi que ce soit. Parce que c'est quoi, quand je fais un partenariat avec Monolith, il est complètement justifié, c'est du Batman. Avec Philibert, c'est sur une sélection de jeux de société. Avec Draco, c'est des putains de gars quand même. C'est-à-dire que les types, j'allais faire une émission avec Bruno, la commission, c'est aussi un format de fond que j'aimerais bien. J'allais le faire. Là où je me suis dit, ça, il fait des Super Friends mais en vidéo. Oh là là, mais toi tu vois la concurrence partout. Mais toi tu es comme Jules, tu es parano en fait. Et tu aimes bien Marseille. Tu aimes beaucoup Marseille. Ouais. Ben oui, mais enfin, et en même temps, c'est ni toi ni moi qui a inventé le format talk show. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Si, tu savais pas? Ouais, je savais pas, non. En 1857. Mais après, il reconnaît aussi qu'il y a une hérésie de parler. Enfin, le comics, faut que ça se regarde, tu vois. Tu veux pas. Bien sûr, donc là, en fait, le prochain, je sais que j'adorerais faire avec. Je fais un gros bisou à Sylvain Repos. Yes, de Yojimbot. De Yojimbot. Faites-le pour le tome 3, du coup. Pour le tome 3, je sais que voilà, faudra que ça se fasse. Et je sais que les gens adorent voir les coulisses, les ci et là, donc il faut le faire. Mais voilà, et Draco m'a dit en trémunaire, je peux le dire, il m'a filé 400 balles. Donc j'avais payé un régisseur, Thomas Castier, que j'embrasse aussi. Qui m'avait fait tous les habillages et tout, et moi j'avais pris 200 balles, je m'étais acheté une nouvelle webcam, tiens, avec ça. 2 webcams maintenant. Je peux faire quand je fais des nudes en webcam, je peux faire avant, arrière. Je peux faire un double plan. Incroyable. Je t'en enverrai plein. Je veux bien. Mais tu vois, donc alors que je leur avais dit, mais les gars, vous savez que je le ferai quand même, hein, et aussi bien, enfin, du mieux que je pense le faire, parce que c'est Bruno et que c'est mon pote. Et ben voilà, tu vois, donc il y a des éditeurs qui sont très cool. Fluide Glacial aussi m'avait payé pour une soirée. Donc quand c'est des trucs comme ça, non, je vois pas en quoi c'est gênant, quoi. Il y a rien de gênant, quoi. Il y a rien de gênant, et je pense avoir aucun conflit d'intérêt, j'ai mes préjugés, j'ai mes biais, comme tout le monde, et ça, il y a aucun problème, on peut en discuter. Mais et quels sont tes retours avec le public alors? Parce que tu as pu il y a la partie internet avec les commentaires sur YouTube et tout ça, forcément. Ouais. Cette interaction et du coup le côté que tu es le community manager de ta propre communauté, on va dire. Ouais, mais je le vis pas comme ça du tout. Pour moi, je suis juste le mec qui a le compte YouTube. Ouais, mais voilà, et le fait c'est que aussi vu que c'est pas mon boulot préféré, vu que tu fais de l'événementiel et tout ça, c'est qu'il y a aussi des gens qui viennent te voir aussi. Ça c'est le plus génial. C'est les expériences que j'ai eues là. Des gens qui viennent. J'ai eu un des plus récents là, et moi je m'incline, tu vois, parce que je vois arriver un jeune avec son père en fait. Ils me disent, nous on te regarde le vendredi. Et je dis, vous me regardez quand vous voulez. Mais non, mais c'est parce que c'est quand il rentre de l'internat et on t'attend pour te regarder ensemble, parce que moi je lisais des comics, j'ai fait découvrir les vieux X-Men de Byrne, de Claremont. Lui me fait découvrir les comics plus récents, les Injustice de Taylor. Et on te regarde ensemble. Ah, mais moi je suis ému, mais je te jure, je suis vraiment ému quand j'entends ça. C'est-à-dire qu'il y a des pères et fils qui viennent me voir, putain, il me tarde moi d'aller voir des gens quand mon fils il commence il me tarde de faire pareil, tu vois, de partager ça. Déjà ça veut dire qu'il y a un moment de partage entre famille, père fils, mère fille, peu importe. Et non, et puis j'ai eu des très bons échanges avec des gens, quoi, et ça m'a toujours touché, quoi, des gens qui viennent, qui te disent, qui te parlent de dépression, qui te disent voilà, je mets une vidéo et je vais mieux. Et là je me dis tu vois, je sais pourquoi je passe des nuits alors je fais pas ça que pour ça, je vais pas te mentir non plus, mais donc des fois je fais pas pour ça, mais quand ça arrive t'es content de l'avoir fait. Je me dis putain, c'est fou, parce que j'ai pas l'impression de soigner quoi que ce soit. Je soigne rien d'ailleurs quand quelqu'un a la dépression. Enfin, tu le sais, tu en as déjà parlé toi de ce que tu vis toi des fois. C'est pas avec une vidéo YouTube que tu soignes, mais si ça peut 15 minutes de parenthèse, 15 minutes de parenthèse. Et je trouve ça m'émeut vraiment. Donc il y a eu plein de gens, c'est même des situations rigolotes. Putain, moi ma femme, elle veut pas que je vous regarde sans moi parce que maintenant elle est devenue fan.
Alors qu'elle s'en fout des comics. Enfin, c'est génial, c'est marrant, tu rigoles, tu vois, les gens, tu rigoles, puis après tu vas boire un coup. Enfin, en festival, c'est génial. Et puis des auteurs aussi. Moi, quand j'ai certains autres, enfin, j'ai vécu des dingueries. Tu vois, quand j'ai fait une FAQ un jour, j'en ai fait qu'une, où je parle de mes influences rap. J'aime beaucoup certains rappeurs. Je parle de plusieurs. Je parle de Rossé, Vald, Nekfeu, que des blancs. Que des blancs, je ne supporte pas une autre couleur de rappeur. Et Orelsan. Et je parle de Rossé, qui est une des meilleures plumes du rap français actuel, et tu peux remonter il y a longtemps. Le Rossé, c'est celui qui a dit merde, putain, j'ai oublié sa punchline. Mais en gros, il dit il y a pas de punchline, il y a que de l'écriture. Ce qu'ils appellent des punchlines, moi j'appelle ça l'écriture. J'appelle ça écrire. Voilà, ça c'est une dinguerie, demi-portion. Cassez-moi Palek. Je reçois pas des commentaires sous la vidéo. Ils me regardaient. Les types me regardaient, moi je reçois ça, je commence à trembler, tu vois. Je me dis attends, mais c'est fou, j'en parle, ils regardent, ils commentent, et du coup on parle. Rossé, j'ai envoyé on s'est eu au téléphone et tout. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça, c'est une vraie dinguerie, tu vois. C'est des gens que j'admire. Tu vois, Tiers-Monde du Dean Records. Brave. Je sais pas si Brave, il regarde, mais en tout cas, c'est Tiers-Monde et Brave, c'est de bons. Adam, qui est un des ingé-sons du label Dean Records, qui fait découvrir Approve, qui est un ingé-son, un beatmaker. Enfin, c'est dingue. Quand j'imagine être regardé dans un studio où ils fabriquent de la bonne musique comme ça, c'est dingue. Ça, certains artistes, tu vois, quand je reçois Sylvain, il regardait le JT. Quand j'ai parlé de lui, il a commenté. Je dis, mais non, il commente. C'est dingue, tu vois. Moi, c'est des gens que j'admire, tu vois, qui pour moi sont au-dessus. Et c'est pas de la fausse modestie, je m'en fous. Moi, je fais un JT, je fais pas un Yojimbot. Tu vois, si je faisais un Yojimbot, je dirais, je suis collègue, enfin, c'est mes collègues de travail. Non, là, ils sont au-dessus parce que je préfère lire que de regarder des vidéos YouTube, moi, personnellement. Donc, c'est dingue. Donc, ça permet de faire des rencontres de dingue. Et je parle pas que des gens, des artistes ou, non, mais tout le monde, c'est hyper bienveillant. Il y a toujours des petits commentaires quand tu parles de sujets de société qui excitent un petit peu les gens, parce que voilà. Donc oui, j'ai toujours des petits commentaires en mode, quand je dis que moi, quand je vois un homosexuel, ça me dérange pas. J'ai pas envie de le lapider. Ah oui, mais la décadence, le ci, le là. Mais c'est et je vais même pas l'afficher, je m'en fous. J'y réponds parce que je supprime aucun commentaire, parce que tu supprimes un commentaire, les mecs s'imaginent qu'ils ont raison parce que tu les censures. Ouais, c'est ça, ouais. Donc je réponds juste non, enfin c'est pas grave quoi, c'est pas parce que tu vois un homosexuel quand t'obliges toi à devenir homo. Donc non, mais après et je sais que je changerai la vie de personne, hein. Mais tu vois, il y a des questions qui se posent. Même moi, je me suis posé des questions, tu vois, sur la transidentité, sur plein de choses, tu vois. C'est-à-dire que c'est moi je suis tout ce qu'il y a de plus hétéro-cis, tu vois. Et donc forcément, tu vois, mais il faut pas rejeter, faut aller parler, faut aller discuter, il faut se confronter un petit peu à ça et à ses préjugés, à ces trucs, tu vois. Et ça fait pas de toi ni un islamo-gauchiste, ni un fou furieux. Enfin, c'est pas grave, on vit quoi, on parle, mais c'est ce qui se passe sur Internet et ce qui se passe dans la vie, c'est radicalement différent. Donc moi je vis dans la vie, je vis sur Internet très peu de temps au final. Et donc la vie c'est génial parce que tu parles avec tout le monde, tu vois, forcément tu parles avec des fous furieux parce qu'il y en a dans ta famille, et puis tu parles avec des gens qui t'ouvrent un peu l'esprit, puis tu parles avec des vieux qui t'éclairent, et puis voilà, enfin c'est la vie en fait, c'est juste la vie en fait. Et Internet, Twitter, c'est des loupes, mais en fait ce qui se passe sur Twitter dans la vie, ça se passe pas, les gens s'en foutent, ils travaillent, ils sont occupés à s'aimer, ils sont occupés à s'occuper des gens qu'ils aiment, et la vraie vie elle est là en fait, elle est vraiment là. D'accord. Et alors pour conclure, comment ça conclure, tu veux conclure avec moi? Je suis marseillais, pas marseillaise. Et alors? Ah d'accord, allez, ça va. Qui t'a dit que je me fermais au genre comme ça? Ce que je te demandais, c'était juste, du coup, la rencontre que t'as préférée. Non, mais tu es un enfoiré, toi. Arnaud Kikou. Arnaud Kikou à Marseille. Non, si, c'était je te l'ai dit, moi, je t'ai déjà dit parce que j'avais des préjugés sur toi aussi, que peuvent avoir beaucoup de gens, et j'en profite pour leur dire d'aller tous faire en luck, parce que tu es quelqu'un de très sympathique, un passionné du médium, et tu travailles beaucoup pour les comics, tu travailles beaucoup en général. Et les préjugés qu'on peut avoir de toi parce qu'on te lit sur Twitter ou parce qu'on te lit sur Comics Blog et qu'on peut te trouver un peu péremptoire ou quoi, ce que je t'ai trouvé déjà, mais il y a très longtemps, et quand on te rencontre, ils disparaissent instantanément.
Donc je vais dire Arnaud Kikou parce que tu te doutes bien que je vais pas te commencer à te classer mes amis dans un ordre. Moi je fais des titres putaclic mais je fais pas des top 10 de mes meilleures rencontres. Hein. Alors là Bruno Bessadi en 2 parce que vraiment la première fois il m'a pas fait la bise comme il fallait. Ah tiens Guedin, toi je te réponds pas à ce genre de questions. Mais Arnaud Kikou. Il a esquivé très bien. Bon, en tout cas j'ai toujours préféré Corentin en plus dans... Bah je le sais bien mais bon, le problème c'est que c'est lui qui est mobile quoi. Enfin c'est que c'est moi qui est mobile plus mobile que lui. Là il travaille, c'est pour ça qu'on peut pas. Ah d'ailleurs je crois même pas. Mais bref, enfin c'est pas grave. De toute façon, tu l'as déjà vu aussi. Donc, j'ai déjà vu, c'est vrai. C'est bon. Non, mais vous faites une bonne team. Eh bien, merci, très bien. Et surtout, merci à toi d'avoir pris du temps pour moi. Et vraiment, c'est super sympa. Ça me fait plaisir. 3 ans de t'année tous les 6 mois. Vas-y, quand c'est qu'on se voit, fallait bien que de toute façon que ça se fasse un jour. Donc voilà, croyant en vos rêves. Et quand tu reviens, on va se faire un acrobranche parce que tu m'as dit qu'il n'y avait pas d'acrobranche à Paris. Ouais. Même si j'imagine qu'à un bois de Vincennes, ils ont bien mis des trucs dans les arbres. Bah je sais pas. En tout cas, je suis pas renseigné, mais ouais. Je peux te faire soulever au bois de Boulogne aussi, hein. Mais c'est pas la même tyrolienne. Effectivement, mais c'est pas dit que ça me déplairait non plus. Et donc merci à toi Cédric, merci à toi Arnaud d'avoir pris le temps de répondre. Donc on vous rappelle donc la chaîne c'est juste le comic des comics, il y a un JT toutes les semaines pour débriefer l'actualité en vidéo et donc avec la touche la comics touch comme on l'appelle. Et puis je te souhaite de trouver le temps de pouvoir refaire tes formats vidéo. Franchement merci beaucoup. La Comic Academy ça m'a vraiment surtout avec le fait de faire venir des scientifiques et des mais un jour tu viendras si je fais une Comic Academy sur un personnage journaliste parce que c'est une figure centrale dans les comics quand même, parce qu'elle permet de faire avancer l'histoire facilement. Ce sera toi qui viendra parler journalisme. Ah c'est bien gentil. Et c'est fait, c'est signé. Et donc voilà. Et donc on se reverra de toute façon pour d'autres trucs. Et puis si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur notre site, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez partager le podcast également. Et puis vous savez aussi qu'on a une page Tipeee qui permet d'assurer un petit soutien financier pour rendre le podcast pérenne sur le long terme. Et comme ça, on pourra continuer de faire plein d'émissions. Merci à toutes et tous de nous avoir. Des coups à boire des Marseillaises aussi. Voilà. Et merci à toutes et tous. J'ai vraiment juste buté dès que l'enregistrement est terminé. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Et puis on se dit à très bientôt sur First Print. Salut! Et tu n'as pas dit salut. Ah pardon, salut. Je pensais que c'était terminé. Salut. Bon, bisous. Gros bisous à tous. Voilà. Merci.